Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Tétrault en compagnie de Pierre Norris, David Santarossa et de l'écrivain Carl Bergeron. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la littérature russe, Anna Karénine. Bienvenue à Magnum Opus. Bonjour, ici Alexis de Magnum Opus. Notre projet est lancé depuis quelques temps déjà et si vous voulez nous soutenir, différentes avenues s'offrent à vous. D'abord, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton « S'abonner » en dessous de la vidéo. C'est gratuit et ça nous donne un énorme coup de main. Ensuite, on a mis en ligne une plateforme Patreon sur laquelle il y a différents abonnements mensuels et on a aussi mis en ligne une cagnotte GoFundMe. Tous les détails dans la description de la vidéo. Alors, au nom de Pierre, David et de moi-même, merci et à bientôt. Messieurs, bonjour. Bonjour. Carl Bergeron, bonjour. Très heureux de te recevoir. Oui, très heureux d'être ici, les gars. Merci beaucoup de l'invitation. Avec plaisir. Et pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ceux qui n'ont pas cette chance, on a fait une entrevue, un portrait de lecteur ensemble, toi et moi. Oui. Et selon l'agenda, enfin, cette entrevue a été publiée la semaine dernière sur notre chaîne. Okay. Alors, j'invite tous les auditeurs à aller regarder et écouter notre entretien. Très bien. Ben oui, l'invitation est lancée. L'invitation est lancée. On verra si des gens seront au rendez-vous. Alors, même question que d'habitude, messieurs. J'aimerais vous entendre sur votre relation avec l'auteur, avec l'œuvre. Et petite variante cette semaine, comment s'est passée la lecture? Puisque Anna Karénine, selon les versions, a, dans mon cas, 858 pages et dans le vôtre, je crois, 1000. C'est 1000. Avec les notes. Avec les notes. à peu près 1000 aussi, un peu moins dans mon édition. Alors, relation avec l'auteur et comment s'est passée la lecture? À tout seigneur, tout honneur. Oui. Monsieur Bergeron, à vous. Oui, donc tu veux que je parle de, disons, mon rapport à Anna Karénine? Ou à Tolstoï, ou comment ça s'est passé? OK. Alors, le contexte est très simple. C'était un contexte plutôt convivial, pas du tout, universitaire ou quoi que ce soit. C'était dans le cadre d'un souper. Et puis, il y a un ami comme ça qui se lance dans une attaque assez décomplexée de Flaubert, Madame Bovary. Il explique que pour lui, c'est un roman finalement assez, oui, qui est très réussi, mais en même temps qui est limité. Et puis, il lui opposait comme réussite triomphale dans le genre Tolstoï, Anna Karénine. Il dit Madame Bovary, c'est réussi, c'est parfait, entre guillemets, mais Anna Karénine, c'est extraordinaire. Donc, comme on dit, c'est autre chose. Ça ouvre une sorte de transcendance. Donc, moi qui connaissais plutôt bien Flaubert, mais je connaissais très peu Tolstoï. Donc, par curiosité, je me suis lancé dans Anna Karénine et effectivement, j'ai été émerveillé. La richesse, puis dès le début, c'est-à-dire les 200 premières pages déjà, moi qui m'ont complètement happé. Puis évidemment, je ne maîtrise pas le russe, comme sans doute vous non plus. Donc, je ne peux pas comparer avec la langue originale, mais il me semble que c'est très bien traduit. En tout cas, moi, je n'ai pas du tout senti d'affectation, de lourdeur dans le style. Au contraire, c'était plutôt étincelant. C'était... très net, j'ai trouvé. Net, à la fois simple et sophistiqué. Très juste. Donc, j'ai tout de suite embarqué et puis j'étais absolument ravi. Donc, quand on me demandait, enfin, quel livre je pourrais suggérer pour une discussion dans un balado qui venait d'être lancé, je me suis dit, pourquoi pas Anna Karénine? Oui, et on t'en remercie parce qu'on a lu ce 1000 pages les semaines où on a publié nos premiers épisodes. Alors, c'était doublement difficile. Et puis, comment s'est passée la lecture? Est-ce qu'il y a un moment où tu as perdu un peu intérêt? Ou, oui, ça m'arrive toujours. Ça m'arrive toujours. Puis je vais être franc avec les auditeurs. Puis j'imagine qu'ils font la même expérience lorsqu'ils se lancent dans des vastes lectures comme celle-là. C'est sûr que j'ai toujours un petit coup de fatigue, de désintérêt, de désengagement. Mais avec... Puis généralement, quand on est un lecteur inexpérimenté, on se laisse, si tu veux, enfin, on est... Découragé. On se laisse décourager par le coup de blues, puis on tend plutôt à abandonner la lecture. Moi, avec le temps, avec l'expérience, j'ai fini par tourner ça un petit peu à mon avantage. C'est-à-dire, profite-en, je dis oui, tu t'emmerdes. Mais ça va peut-être durer 75 pages, 125 pages. Là, on parle d'un roman de 1000 pages. Là. Si vous lisez un roman de 175 pages, vous emmerdez pendant 125 pages. Écoutez, là, vous avez le droit de l'abandonner. Là, c'était un gros morceau. Je me suis dit, OK, tu vas t'emmerder peut-être pendant 75 pages, 100 pages.
Mais je ne sais pas, porte ton attention sur autre chose. Intéresse-toi à la construction de la phrase. Puis pose-toi la question aussi comme auteur, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne marche pas là-dedans? C'est pourquoi tu t'emmerdes? Puis essaie d'en tirer des leçons pour ta propre pratique. Donc, c'est de cette façon-là que je réussis en général désormais à traverser parfois les petites plages d'ennui qui se trouvent, qu'on le veuille ou non, dans les chefs-d'œuvre. Puis j'aimerais rajouter que souvent, chez des grands auteurs, puis les grands auteurs, c'est pas des dieux non plus. C'est-à-dire, c'est des gens qui, oui, qui c'est parfois des génies, qui ont littéralement transcendé, si on veut, là, je ne veux pas être trop emphatique, mais oui, transcendé à leur échelle la condition humaine. Mais c'est des êtres imparfaits aussi. Ils ont leurs caprices. Puis Tolstoï, il y avait beaucoup de caprices. Il y avait ses marottes. Et donc, parfois, dans Anna Karenine, tu te dis, bon, OK, là, le Tolstoï dans ses affaires, là, dans sa tête. Puis c'est pareil pour Balzac. Quand tu lis Balzac, Illusion perdue, je sais que David est un grand lecteur de Balzac. Tu sais, Illusion perdue, là, des fois, il y a des passages là, extrêmement didactiques. Tu sens que Balzac, lui, ça l'intéresse passionnément. Et pas le lecteur. Pas le lecteur. Ouais. Pas le lecteur. Donc voilà. Très bien. Ben, merci. Pierre, ton expérience avec Tolstoï et la lecture? Bon, avec Tolstoï, d'abord, c'est la première fois que je lisais un livre de Tolstoï, tout simplement. Déjà, la littérature russe, en général, moi, comme beaucoup de lecteurs contemporains, en général, on l'approche soit par Tolstoï, soit par Dostoïevski, en général. Moi, c'est plutôt par Dostoïevski que je suis rentré dans la littérature russe. Puis encore là, il me reste beaucoup à explorer. J'ai les deux grosses briques de Tolstoï, Guerre et paix, puis Anna Karenine. J'avais jamais osé plonger dedans. Mais là, bon, c'est enfin fait, en tout cas pour Anna Karenine. Mon expérience de lecture, j'ai beaucoup apprécié le roman. Mais bon, comme tu l'as dit, c'est dans le début du balado, avec les contraintes du temps et de nos vies personnelles. Transparence totale, j'aurais préféré pouvoir prendre plus mon temps. Ouais. J'ai pas eu le loisir d'avoir un coup de blues, puis de le mettre de côté un petit peu, puis après ça, revenir. Je l'ai lu d'un coup en quelques jours, là. Donc, voilà. Fait que pour ce côté-là, je dirais que ça a été une lecture plus ardue, mais en même temps, je suis allé d'un coup, je l'ai traversé au complet. Donc, puis, tu nous apparais aujourd'hui comme un marathonien essoufflé. À peu près, exactement. C'est à peu près ça. Reste que j'en ressors quand même très heureux d'avoir lu le livre et j'ai hâte d'en parler davantage avec vous. Père Santa Rosa? J'ajouterai pas trop je répéterai pas trop, mais c'est des romans à feuilleton, n'est-ce pas? Hein? Qui étaient quelque chose de très commun au 19e siècle. Ouais. Donc, c'est des choses qui sont publiées sur un an, sur plus d'un an même. Donc, nous, on fait une lecture en accéléré, en quelque sorte. Mais on peut s'imaginer que si tu lis, je sais pas, c'est Une partie par mois, peut-être? Ben, c'est ça. Tu ne ressens pas nécessairement l'ennui ou le coup de blues. Oui, c'est ça, exactement. Finalement, c'est ça. Tu lis quelque chose comme 150 pages par mois. Ben, c'est très raisonnable, 150 pages par mois. Donc oui, ça, je pense que ça joue, ça joue sur la lecture. Donc, globalement, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand j'ai terminé ma lecture, comme je fais pour chacun des livres, je repasse mes notes, je relis mes notes, je relis des extraits et j'ai encore plus apprécié ma lecture à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que dans un 1000 pages, on a l'impression parfois que les bons moments sont peut-être un peu plus diffus. Les moments profonds, justement, sont diffus. Mais là, en les révisant dans un moment plus serré, en quelque sorte, ben là, il y a quelque chose qui ressort de beaucoup plus clair que lors de ma lecture, de ma première lecture, en quelque sorte. Très intéressant. À mon tour, moi, Tolstoï, c'est la première fois que je lisais de lui une grosse brique. J'avais lu La mort d'Ivan Ilitch, que j'avais beaucoup apprécié. C'était très beau. J'avais lu aussi La sonate à Kreutzer, excellent. qui est magnifique, absolument magnifique. Je pense que c'est à peu près 150-200 pages. Et de mémoire, je l'avais lu, pas d'une traite, là, mais très, très rapidement. J'avais beaucoup aimé. Puis, c'est ça, c'est la première fois que je m'attaquais à une grosse brique de Tolstoï. Moi aussi, je suis plus Dostoïevski. Là. J'ai lu 2 fois Les Frères Karamazov. J'ai lu Crime et Châtiment, Les démons. J'aime beaucoup Dostoïevski et Tolstoï et je l'ai un peu mis de côté. Donc, j'ai été très content de pouvoir lire Anna Karenine, que moi aussi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça délicieux. Un très, très beau portrait de la société noble russe, mais pas que, évidemment, là. La précision des sentiments, la précision de
le décryptage de l'amour, des relations amoureuses. J'ai apprécié. Moi, je me suis pris un peu d'avance. Je l'ai lu moins rapidement. Là. Ça fait un mois que je suis dessus environ. Donc, j'ai eu un coup de blues et un long en plus, un très long, de 500 à 700 pages. 200 pages de. Il y a un bon 200 pages là, où Tolstoï rentre dans la tête du petit Serge. Anna et Vronsky sont en Italie. Oui. Ensuite, c'est pas Vronsky, mais Lévin qui s'accommode à la société moscovite ou pétersbourgeoise, je ne sais pas trop, mais il prend une espèce de pli de la société noble et des dîners. J'ai trouvé, enfin pour moi, et peut-être n'était-ce qu'un coup de blues dû au nombre de pages, mais j'ai trouvé ça un peu long. Mais grosso modo, j'ai vraiment adoré. Alors, avant de plonger plus avant dans la matière, est-ce que quelqu'un se propose de résumer très rapidement cette brique? Oui, je peux me lancer peut-être certains éléments. N'hésitez pas à en ajouter. Donc, c'est un synopsis relativement simple, n'est-ce pas? Histoire relativement classique. Donc, on a... le livre commence avec... On a donc Stepan Oblonsky qui a trompé Dolly, donc Daria Alexandrovna. Donc là, on commence avec l'adultère. Et c'est un peu le thème, on pourrait dire le thème principal du livre, l'adultère. Et Dolly pense quitter Stepan. Et Stepan va faire appel à sa sœur, donc Anna Karénine, Très juste. pour réparer les pots cassés en quelque sorte. Et Anna va aller voir Dolly pour convaincre de dire ben, tu dois pardonner à Oblonsky son mauvais geste, pense à la famille. Ce qui est déjà une préfiguration géniale du reste du récit. Mm-hmm. Exactement, exactement. Et Anna, d'ailleurs, qui est en couple, elle est mariée avec... Alexis Karénine. Exactement, Alexis Karénine, merci. Entre-temps, Anna rencontre le jeune Vronsky, qui, en fait, je vais reprendre, c'est-à-dire qu'on a d'autres personnes, donc on a Kitty, qui, elle, est amoureuse d'un Vronsky. Elle pense qu'elle va recevoir une demande en mariage de Vronsky, mais entre-temps, elle reçoit une demande en mariage de Lévin, qui est l'autre personnage principal du livre. Même, je pense qu'on pourrait dire que c'est le personnage principal, honnêtement, plus que Anna Karénine. Je serais d'accord. On pourra en reparler. Puis c'est deux personnages antagonistes. Tu sais, Vronsky, qui est l'officier séduisant, tu sais, qui fait des compétitions de chevaux. Enfin, il y a tout. Là, c'est un militaire aussi de formation, donc très séduisant. Et Lévin, qui est une sorte d'obro, qui est plus retiré sur ses terres. Enfin, mais c'était juste pour souligner que l'antagonisme entre les deux personnages et entre lesquels la jeune Kitty, si on veut, va essayer de se trouver. Là, absolument. C'est comme l'ours mal léché, qui est Lévin. Oui, c'est ça. Qui est comme pris dans des questionnements philosophiques très profonds. Mm-hmm. Puis t'as Vronsky, qui est habitué au grand salon, qui aime la vie et la vie l'aime. Là, c'est ça. On peut dire oui, ainsi. ça, c'est très bien dit. Donc, c'est vrai, deux personnages antagonistes. Absolument. Donc, Kitty attend une demande en mariage de Vronsky. Donc, c'est pour ça qu'elle refuse la demande à Lévin. Mais la demande en mariage ne viendra pas de la part de Vronsky. C'est plutôt Anna qui va développer une relation avec Vronsky, donc qui va commettre elle aussi l'adultère avec Vronsky. En tout cas, on peut peut-être s'arrêter là pour le résumer, mais c'est un peu les éléments principaux du début du récit. Oui, puis tous les éléments sont placés dès le début du récit. C'est-à-dire, et puis ça, c'est en général, c'est le signe qu'on se trouve devant une grande œuvre. C'est-à-dire, il y a une très grande cohérence. Donc, tous les morceaux sont là. Et puis, tout le reste du récit va déployer finalement ce qui était en germe au tout début, y compris dans la scène du quai, de train. Là. Très juste, mais ça m'a fasciné. C'est-à-dire que dans les premières pages, Tolstoï met en scène quelqu'un qui se fait tuer par un train. Exact. Et dans les dernières pages, c'est Anna qui se jette devant le train. C'est vrai. Mais c'est vrai, j'avais pas lu le livre, mais je connaissais la fin parce que j'en avais entendu parler dans différentes émissions. Connu, ouais. C'est assez connu. Et quand je suis tombé sur ce passage-là dans les premières pages, Anna arrive
à Moscou, à Pétersbourg, je ne sais pas trop. Et puis, il y a un accident de train, quelqu'un qui meurt. Je me dis, Exact. c'est un génie. Ouais. Dans les 30 premières Absolument. pages ou 40 premières pages, Tolstoï projette déjà la mort de... C'est ça. Son histoire avec Vronsky se termine exactement comme elle commence. C'est vrai, parce que c'est là qu'ils échangent C'est les là qu'ils se premiers rencontrent. regards. C'est là qu'ils se Très rencontrent. juste, Oui. très juste. Maintenant que le résumé est fait, un thème un thème ou un personnage dont vous voulez discuter. Moi, si vous permettez, les gars, je commencerai par. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avant de commencer l'émission, mais c'est le personnage d'Oblonsky. Est-ce que tu en avais parlé dans ton résumé? Donc, j'avais dit. Oui. Donc, Oui, c'est ça, c'est lui qui avait avec trompé Denis. au tout début, oui. Exactement. Donc, Oblonsky, puis là, évidemment, il faut faire une précision pour les auditeurs, c'est parce que, évidemment, on est dans un roman russe. Donc, les noms de personnages, toujours un peu compliqués. C'est parce que, donc, on se retrouve devant peut-être 2-3 noms qui désignent le même personnage. Stepan Stiva Oblonsky, Exactement. qui est la même personne. Puis parfois, donc, le narrateur, renvoie à Oblonsky. Parfois, il renvoie à Stepan Arkievitch. Enfin, Ouais, bref. Donc, évidemment, évidemment, les lecteurs qui ont l'habitude des romans russes le savent. Chez Dostoïevski, c'est un grand classique. Quand on commence à lire le roman de Dostoïevski, c'est toujours la première difficulté. Donc, c'est la même chose dans le cas de Tolstoï. Mais donc, pour les besoins de la discussion, je vais l'appeler Oblonsky. Donc, Oblonsky qui le bien vivant. Et contrairement à Vronsky, qui pas le bien vivant, le bon vivant, pardon, pour lapsus, qui est le bon vivant non tragique. Très juste. Alors que Vronsky, c'est le bon vivant séducteur tragique. Oui. Alors qu'Oblonsky traverse cette vie en sceptique. On sent que c'est quelqu'un, enfin, évidemment, c'est un homme probablement, on croit le comprendre d'après les descriptions, qui fait un petit peu d'embonpoint. Enfin, il a le visage rond, avec des couleurs. Il a le rire facile. Il sait très bien que c'est mal de tromper sa femme, mais en même temps, il ne peut pas s'en empêcher. Puis il ne voit pas pourquoi on en ferait toute une histoire. Puis finalement, il y a sûrement moyen de s'arranger, puis passer à autre chose. Et l'indulgence, naturellement, qui manifeste envers lui-même, il la manifeste aussi envers autrui. Ouais. Donc ça, quand même, ça rend le personnage plutôt sympathique, parce que, bon, s'il était uniquement indulgent envers lui-même et plutôt péremptoire envers les autres, ça serait autre chose. Et j'ai trouvé que ça le rendait plutôt sympathique. Donc, c'est un sceptique, un relativiste. Puis une scène qui m'a frappé dans le roman, c'est lorsque il ouvre un journal. Et là, Tolstoï précise, le narrateur, précise, il ouvre son journal et c'est un journal d'inspiration libérale, modérée, comme l'est en général le public. Bon. Autrement dit, il y a comme une sorte de connivence entre si on veut, entre un public qui est jugé, qui se sait très bien pécheur, qui se sait très bien imparfait, qui se sait très bien tout croche, qui est soumis à toutes sortes de tentations. Est-ce que tu me permets de citer le bien sûr, passage, vas-y. Oui. Parenthèse. Le journal que recevait Stepan Arkadyevitch était libéral, sans être trop avancé, et d'une tendance qui convenait à la majorité du public. Quoique Oblonsky ne s'intéressât guère ni à la science, ni aux arts, ni à la politique, il ne s'en tenait pas moins très fermement aux opinions de son journal sur toutes ces questions, et ne changeait de manière de voir que lorsque la majorité du public en changeait. C'est ça. On pourrait continuer. Placé au gré des modes. Exact. Exactement. C'est un bon vivant qui a comme développé une sorte de sagesse dans son conformisme calculé vis-à-vis de la société ou les mœurs de son époque. Donc, il s'en arrange. C'est comme ça que la société fonctionne, donc je m'en arrange. Puis en même temps, demeure, voilà, c'est ça, relativiste aussi envers ses propres mœurs privées. Et puis, qui agit tout au long du récit comme une sorte de baume. D'intermédiaire, de baume, exactement. Et c'est presque un consolateur, mais complètement sécularisé, qui n'appartient pas au monde de la transcendance, au monde de Dieu. Il appartient totalement
à ce monde-ci, au monde terrestre. Blonsky est une pure création terrestre. De ce point de vue. Tu fais bien de... Je t'en prie. J'allais simplement dire, c'est le moderne. Le moderne. C'est le moderne. C'est l'homme moderne typique, mettons, l'idéal type de l'homme moderne. C'est comme ça que je le verrais. Exactement. Mais tu fais bien de noter qu'il demande la même indulgence qu'il donne. Oui. Parce qu'au début, il supplie sa femme de passer à autre chose sur son adultère. Et on pourrait se dire, bon, évidemment, il veut que sa femme oublie qu'il l'a trompé. Mais il demande la même chose à Alexis Karénine. Il va le voir. Il lui dit, je t'en prie, accepte le divorce. De grâce, allège la vie d'Anna. Ne soyons pas dans le ressentiment. Donc, pas créer de souffrance inutile. Exact. Il rend bien, il donne ce qu'il rend. Exactement. Enfin, je ne suis pas certain que ça se dit, mais il est cohérent. J'ai compris ce que tu voulais dire. Je te remercie. Peut-être juste ajouter des éléments. Tu parles du divorce entre Anna et Alexis. Il faut peut-être donner certains éléments, parce que Anna donc, trompe son mari avec Vronsky, mais Anna est mariée et elle a un enfant, Serge, avec son mari. Et là, ça crée toutes sortes de problèmes, justement, parce que Alexis refuse le divorce. Donc, c'est... en fait, il accepte, il refuse, il accepte, il refuse. Ouais. Il change d'idée à différents moments. Et puis, la conséquence de ça, c'est que c'est Alexis qui garde Serge en question. Donc, ça met beaucoup de pression, en quelque sorte, sur Anna. Elle a un mal-être par rapport à ça, notamment. Elle en souffre beaucoup, parce qu'elle va avoir un second enfant avec Vronsky. Ouais. Et à quelques reprises, Tolstoï dit, certes, c'est son enfant, mais elle ne se console pas d'avoir perdu Serge, qui est le vrai amour de sa vie. Son fils avec un homme qui, pourtant, elle méprise. C'est un paradoxe intéressant, ça, dans le roman. C'est-à-dire elle lui ressemble. Le jeune Serge ressemble à Alexis Karénine, que Anna déteste pourtant. Exact. Puis, c'est comme si elle avait un détachement vis-à-vis son enfant qu'elle a eu avec Vronsky, et puis qu'elle est plus attachée au premier qu'elle a eu avec son mari, Oni. Absolument. Oui, puis aussi, ce qui est paradoxal, puis il y a plusieurs auteurs qui parlent de ça. Tantôt on parlait de Balzac, Balzac en parle aussi, mais c'est l'enfant de Anna et Vronsky, mais c'est l'enfant de Alexis, parce que justement, ils ne sont pas divorcés. C'est vrai. Donc, il y a un écart entre la vie réelle et le monde législatif, en quelque sorte. Très bien vu. Et ça me fait penser à Balzac dans c'est le colonel Chabert, si je ne me trompe pas, où il est supposé d'être mort au combat. Donc, sur le plan législatif, il est mort, mais il est encore vivant. Très bien. Donc là, il y a comme une espèce de « oui, mais vous êtes mort, monsieur. » Regarde, meurs, là. Oui, c'est ça. Il faudrait que... Exactement. Donc, c'est un peu ça qu'on a ici, c'est-à-dire que c'est l'enfant de Vronsky et Anna, mais non, c'est l'enfant de Anna et Alexis sur le plan législatif. Oui, puis une bonne partie des dilemmes des personnages, justement, sont dus à cette configuration là, qui était très forte dans la société de l'époque. La légalité, si on veut, bourgeoise, la légalité du beau monde, et que... Ça doit être codifié. Tout est absolument codifié. Et comme souvent dans les romans de l'époque, il y a toujours une scène à l'opéra, où la chute est en quelque sorte enregistrée. C'est le cas d'Anna qu'on retrouve à un certain moment à l'opéra, et tout le monde s'observe. Et c'est toujours... L'opéra, c'était la scène, justement, sur laquelle où se déployait justement tout l'apparat du beau monde. Ouais. Et chacun pouvait se surveiller. Et donc là, Anna fait une provocation et elle se présente à l'opéra alors qu'elle est... persona non grata. Sur le plan mondain, elle est déchue. Ouais. Et là, ça crée un frisson. Enfin, c'est une provocation contre le beau monde. Mais c'est une société extrêmement codifiée, rigide. Et effectivement, le dilemme du mari de Anna consiste précisément soit... en fait, il cherche à comprendre ce qui est attendu de lui, ce que la société attend de lui, qu'est-ce qu'il doit faire. Puis en même temps, il y a ça. Puis il y a aussi, dans son cas, si on veut, sa propre doctrine chrétienne, en fait, son interprétation de la doctrine chrétienne. Donc parfois, il se range complètement du côté des apparences ou des convenances, parfois du côté de son interprétation chrétienne. Donc il oscille en ces différents pôles. Donc ça en fait un personnage quand même un peu plus nuancé, si on veut, que la caricature du mari cocu,
rigide, c'est plutôt borné. Il est quand même plus complexe. Ça reste un personnage plutôt antipathique. Vraiment. Parce qu'en définitive, son interprétation, si on veut, du christianisme, on sent s'acoquiner quelque part dans l'histoire avec les dévots, finalement. Ouais. Donc, ceux qui ont une interprétation plus, disons, tartuffe de la religion. Donc, ça en fait certes un personnage antipathique, mais quand même plus nuancé qu'on pourrait le croire de prime abord. Mais moi, je l'ai moins trouvé... je l'ai trouvé totalement antipathique. Il est sec. Je pense que c'est un des personnages de la littérature que j'ai pris le plus plaisir à ne pas aimer. Notamment, tu sais, dans la description, où les oreilles sont mentionnées, c'est-à-dire qu'Anna observe ses oreilles, puis là, elle trouve ses oreilles absolument horribles. Ouais. Mais en fait, je l'ai moins trouvé détestable parce que rigide, mais parce que je l'ai trouvé faible. Je l'ai trouvé faible parce que... C'est un faux dur, c'est ça? Oui, mais c'est ça. C'est quelqu'un d'extrêmement rigide qui se demande... en fait, qui se dit comment il faut agir pour garder sa réputation, pour ne pas perdre la face. C'est ça, ne pas perdre la face, exactement. Et à plusieurs moments, il se convainc qu'il ne doit pas provoquer Vronsky en duel. Puis, enfin, je dis pas qu'il est faible parce qu'il refuse de frôler la mort dans un duel, mais évidemment, je n'aurais pas envie de partir en duel avec un militaire expérimenté comme Vronsky. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la société, dans l'époque, il cherche tout de même des raisons pour se dérober à la noblesse oblige. Puis, enfin, je l'ai vraiment, vraiment pas aimé, Alexis Karénine. Je l'ai trouvé un peu minable, surtout à la fin quand il s'acoquine avec la comtesse Lydie. C'est-à-dire qu'il s'acoquine avec quelqu'un qui, comme lui, a été ridiculisé, cocufié. C'est ça, il s'acoquine avec les personnages les plus antipathiques. Qui prend plaisir à blesser très fort Anna, parce que Lydie... Anna demande à voir Serge, son enfant. Lydie répond il n'est pas opportun. Puis, il n'est pas opportun. Déjà dans le ton, le choix de mots. Exact. Puis elle-même a été trompée, donc elle ne fait que recracher le venin qu'elle s'est fait injecter. Puis elle s'acoquine avec Alexis Karénine, qui lui aussi est un personnage un peu déchu, du moins ridiculisé. Puis là, à la fin, comme souvent... dans la vie, les gens qui n'ont plus de contrôle sur leur vie se tournent vers des charlataneries, si je puis dire. Ils vont voir un Français exilé en Russie qui s'endort et qui dit des présages qui sont censés avoir force de loi divine. Là. C'est-à-dire, il regarde le Français s'endormir en se demandant qu'est-ce qu'il va dire dans son sommeil qui va pouvoir s'appliquer à leur vie. Donc, antipathique parce que faible, parce que minable, et parce que tourné vers, je sais pas, des choses basses et artificielles. Mais le pire, c'est que Anna l'a quand même choisi, c'est-à-dire quand elle s'est mariée. Donc, autrement dit, l'objet de son désir, lorsqu'elle se marie avec Alexis Karénine, l'objet de son désir, c'est naturellement le statut. La stabilité. La stabilité, le nom. Donc, c'est l'objet de son désir à l'époque. Sauf qu'elle est naturellement rattrapée par sa nature, son tempérament, puis la description amoureuse qu'en fait Tolstoï. Dans le roman, c'est quand même un personnage féminin extraordinaire. C'est-à-dire, on sent que Tolstoï est envoûté par Anna. Véritablement un amour qui est dans le détail. C'est-à-dire, quand il décrit sa physionomie, lors je pense, du premier bal, où Kitty espère comme concrétiser avec Vronsky, mais en vérité, elle se le fait choper par Anna. Et quand Tolstoï décrit justement cette puissance féminine de Anna, mais du point de vue de Kitty. C'est évidemment la force d'un narrateur omniscient comme celui de Anna Karénine, c'est que il passe, évidemment, il décrit les pensées qui sont dans la tête des différents personnages. Et là, il décrit comment Kitty voit Anna. Et c'est là que, évidemment, Kitty, qui est une jeune fille, elle a peut-être 17, 18, pas plus que ça. Donc, une sorte de naïveté, mais en même temps, un instinct, une intuition féminine très forte déjà. Donc, elle peut très bien comprendre
qu'elle se trouve devant une force. Une force qui est en partie ténébreuse. Et effectivement, elle se rend compte très rapidement que Anna a cédé à la tentation d'exercer son pouvoir. Donc, c'était un pouvoir qui était en latence, qui était endormi dans son mariage bourgeois. Et là, c'est une force qui se réveille et qui emporte tout, et a commencé par l'arrangement bourgeois, très juste. l'arrangement légal. Puis c'est une force qu'elle incarne auprès des autres, là, ou vis-à-vis les autres, là, quasiment jusqu'à la fin. À peu près tous les personnages qu'on croise d'une façon ou d'une autre sont envoûtés par elle. Absolument. Jusqu'à Lévin à la fin. Lévin à la fin, là, alors que lui est dans son mariage avec Kitty, puis etc. Il a ses doutes et tout, mais lui, il s'en tient quand même à son mariage. Mais même lui est complètement envoûté par Anna à la fin. Par le portrait d'abord. Par le portrait en premier, il voit le portrait que fait d'Anna lorsqu'elle était en Italie, demande à un peintre de faire un portrait, et il se dit impossible, une femme ne peut pas être à ce point charmante. Il la rencontre, il est totalement envoûté. Et quand il retourne chez lui, Kitty le voit. Elle le voit tout de suite. Elle le voit tout de suite. Quand Lévin dit oui, j'ai rencontré Anna, Kitty pige tout de suite que t'es tombé sous son charme. Bien sûr. Ouais. C'est une souveraineté. C'est une souveraineté, Anna. Justement, tantôt, on disait que Kitty est très jeune, et il y a une phrase d'un certain moment, c'est dans ses premiers moments où elle est dans le monde. Et donc, dès ses premiers moments dans le monde, elle est confrontée à une sorte de compétition, qu'on le veuille ou non, intrasexuelle, et qu'elle perd de manière monumentale, justement, parce que son prétendant va se tourner vers Anna. Et donc, oui, très rapidement, finalement, elle vit peut-être une désillusion. Mais exactement, c'est le bon mot, j'allais le dire, parce que moi, ce qui m'a intéressé dans Kitty, c'est littéralement la désillusion et l'apprentissage accéléré du monde. Elle n'a pas le choix d'apprendre très, très vite comment ça marche. Et de fait, même si elle échoue dans le cas de Vronsky, elle réussit quand même à se réaligner et puis à sauver, si on veut, la chose avec Lévin, puis Lévin qui lui porte un amour sincère. C'est véritablement, on sent que Lévin est un cœur, un cœur pur. Bon. Et elle réussit à sauver cette pureté qui était provisoirement troublée par le nuage Vronsky et Anna. Donc, elle réussit quand même à se sauver et à commencer cette vie avec Lévin. Mais c'est la désillusion, c'est ça que j'aime aussi, non seulement chez Tolstoï, mais dans le roman en général, ou la sagesse romanesque, c'est que généralement, puis chez Proust, c'est très, très clair, c'est une longue série de désillusions ou enfin de démystification, où c'est essentiellement un narrateur qui est engagé dans un gigantesque roman d'apprentissage, en fait. Et peu à peu, c'est les masques qui tombent. Il en retire à chaque fois une connaissance. Donc, ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans Anna Karenine, et c'est dès le début, là. C'est l'apprentissage accéléré de Kitty. Et puis la force, la sagesse romanesque, parce que c'est pour ça aussi qu'on lit les romans. En fait, il y a deux lectures possibles de romans. C'est soit une lecture dite, je sais pas, pas nécessairement de façon péjorative, mais lecture sentimentale, affective. On cherche à vivre des émotions un peu par procuration. On cherche à être stimulé sur le plan affectif ou émotionnel. Ou la lecture dite, disons, comment dire, qui est plus dans la quête de vérité. Donc, évidemment, Tolstoï appartient à la deuxième catégorie. Et généralement, les grands romanciers aussi. Et évidemment, l'erreur, ce serait de conclure que parce qu'on lit un romancier qui est engagé dans cette quête de vérité, on s'interdirait de vivre des émotions. Non, pas du tout. C'est juste qu'il y a une exigence de plus, si on veut. On ne se contente pas simplement de ressentir des choses, c'est disons qu'on les sent plus profondément parce qu'on cherche à les connaître aussi. Tu as parlé de la société de l'époque qui était très rigide. C'est juste, mais elle était quand même délicieuse. Délicieuse. Pour revenir au premier bal auquel on assiste, il y a un danseur expérimenté, là, un espèce de vieux noble là, très sympathique qui danse avec tout le monde,
qui se rencontrent de mémoire. J'ai pas pris de notes sur la chose, mais ça m'a fait rappeler ce passage. Qui danse avec, de mémoire, c'est Kitty ou c'est peut-être Dolly, peu importe. Et il se rend compte que sa partenaire souhaite aller à telle extrémité de la pièce. Et sachant cela, il l'amène en dansant. Et il y a quelque chose de délicieux dans la manière. C'est très, très beau, c'est très fin. C'est dû à la fois au milieu, qui est très codifié, mais en même temps, puis, souvent, les milieux codifiés comme ça permettent aussi une grande marge de liberté. C'est-à-dire pour ceux qui acceptent les codes, à l'intérieur des codes, il y a toujours une marge de liberté. Donc, moi, je pense que c'est dû au milieu et c'est dû aussi à l'art de Tolstoï. Parce que ce que j'ai beaucoup aimé dans Anna Karénine, c'est tous les détails comme ça, là, c'est-à-dire sur le comportement humain. Je parlais tout à l'heure d'Oblonsky, qui est un de mes personnages favoris. C'est que, là, j'ai pas la page sous les yeux, là, mais à certains moments, on voit Oblonsky. Là, Tolstoï, c'est vraiment le trivial là, comme passage, mais c'est en même temps tellement évocateur. Oblonsky descend les escaliers, croise quelqu'un. Là, grosso modo, là, évidemment, je résume grossièrement. Tolstoï dit Oblonsky lui souria, puis là, dit exactement le contraire de ce qu'il avait dit il y a 2 minutes. Puis bon, puis, tu sais, c'est vrai, des fois, ça, c'est vraiment, c'est comme c'est la vie. Oui. C'est des choses parfois, puis finalement, on avait dit quelque chose d'autre, mais c'est qu'on était à un niveau, si on veut, de conscience, qui est une conscience purement sociale, c'est-à-dire très extérieure. On n'était pas nécessairement dans la conversation profonde, donc parfois, on porte une parole un peu contradictoire. Puis là, c'est décrit très simplement, c'est tellement fort. Puis c'est rempli de détails comme ça. Tu parlais tout à l'heure de la scène au bal avec le vieux beau expérimenté qui comprend tout de suite que sa partenaire va aller là, puis il va. Mais c'est rempli de ça. Donc, ça fourmille de connaissances sur des détails du comportement humain, mais sans rentrer dans la théorie psychologique, mais toujours à travers des détails concrets de la vie. Très juste. Puis, j'aimerais rajouter aussi sur ce premier bal que c'est, il me semble, Kitty arrive avec, disons, sa beauté rayonnante de jeune femme. Mais qui triomphe, c'est la femme expérimentée, la femme élégante, noble, qui a l'habitude des autres, qui est charmante. C'est-à-dire que, enfin, l'équation que je fais, si je puis m'exprimer en termes mathématiques, c'est que la beauté crue de la jeunesse versus le charme de la femme. La science. La science de l'élégance, très, très juste, David, c'est le bon terme. La science de l'élégance, c'est la science de l'élégance de la femme quelque peu plus âgée, parce que, bon, Anna Karénine doit être au début de la trentaine. Là, à peu près. Elle n'est pas... Jeune trentaine, je dirais. Donc, moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est-à-dire que Kitty arrive avec l'assurance de la beauté et de la jeunesse, qui est magnifique, évidemment, mais elle se fait damer le pion par le charme et l'assurance de la femme d'expérience. Exactement. J'ai trouvé ça magnifique et très juste, d'ailleurs. Oui, 2 forces différentes. Puis, tu sais, il y a je pense, une des premières scènes entre Kitty et Anna. Anna devine l'intérêt de Kitty pour Vronsky. Là, elle résume d'avance, en fait, ce que cherche Kitty. Elle dit, oui, naturellement, vous cherchez, parce que je pense qu'ils vous voient donc vous cherchez le triomphe et vous voulez que tout le monde assiste à votre triomphe. Puis là, Kitty se décompose. Elle dit, oui, comment vous avez fait? Bon, c'est vrai, très juste. Et là, évidemment, l'ironie, c'est que c'est Anna qui va triompher. Qui va triompher, voilà, exactement. Mais ça, c'est le privilège, disons, de la femme qui est plus mûre, qui a la science. Mais au début, elle dit non. Au début, Anna elle dit non. Très juste. Parce que c'est Vronsky qui se détourne de Kitty. Oui. C'est pas Anna qui fait les charme premiers pas. totalement. Exactement. Exact. Et au début, Anna va dire non. Anna résiste. Exactement. Au début. Et puis là, à un certain moment, l'engrenage. Exact. Là, c'est parti. Mm-hmm. C'est parti pour 1000 pages et puis c'est trop tard, d'une certaine façon. Très juste. Oui. Quel autre terme aborder, chers amis? Moi, j'aimerais ça qu'on parle un peu du personnage de Lévin. On a à peine parlé. Qui est un peu un double de Tolstoï. Qui est un peu beaucoup. Qui est totalement. Qui est totalement, en fait, qui est l'alter ego de Tolstoï. Donc, on répète que c'était Kitty qui souhaitait se marier avec Vronsky. Entre-temps, elle reçoit une demande de Lévin, que Lévin avait connu Kitty plus jeune. Et là, lui, il vit dans un milieu plus rural, plus reculé.
il vient la voir et dit « Je fais ma demande ». Kitty refuse en espérant une demande de Vronsky, qui ne viendra jamais, comme on le sait. Et plusieurs pages plus loin, plusieurs centaines de pages plus loin, ils vont finalement se marier ensemble, Levin et Kitty. Donc, un mariage beaucoup plus stable que la relation entre Anna et Vronsky. Mais Levin est très excité au début de ce mariage-là, parce que justement, il est beaucoup en amour. Et très rapidement, il va se rendre compte, et là, je l'ai pris en note, très rapidement, Kitty se met à gérer l'appartement, choisir les rideaux, choisir les meubles. Et ça, je trouvais ça assez le micromanagement. C'est ça, exactement. Micromanagement domestique. Mais puis, je pense qu'un aspect essentiel aussi qu'il faut soulever, c'est, puis qui est rattaché à Levin, c'est l'opposition entre la ville et la campagne, puis qui est très importante chez Tolstoï, parce qu'on comprend assez rapidement que... Puis évidemment, Tolstoï est trop génial pour être réduit à, disons, un romancier qui serait édifiant. Puis c'est tout le sens de la préface de Louis Powers, en tout cas dans mon édition. Ouais, j'ai la même très et c'est essentiellement le point qu'il défend, c'est-à-dire Tolstoï... d'ailleurs, le titre préliminaire de Anna Karénine, c'était quelque chose comme deux mariages. Enfin, l'idée, dès le départ, dans le titre de travail, c'était l'opposition entre Vronsky Anna et Levin Kitty. Donc, quand même, déjà, dès le départ, un scénario plutôt schématique où il s'agissait de poser ce qu'on devinait pour Tolstoï était le mariage idéal, Kitty et Levin, et évidemment le contre-exemple, la déchéance, c'est-à-dire Anna et Vronsky. Mais il est trop... c'est ça, donc, il part déjà, on sent déjà chez lui que c'est très fort, l'opposition entre la ville et la campagne. Saint-Pétersbourg, qui était un peu la grande ville dite artificielle, décadente, où enfin les gens raffinés se retrouvaient, mais au milieu d'un bavardage que Tolstoï jugeait vain et contre lequel il s'est révolté assez vite parce qu'il a connu ces milieux-là quand il était jeune homme. Et donc, Saint-Pétersbourg, qui est quand même différent de Moscou de ce point de vue. Mais on sent que chez lui, c'est très important. Mais étant donné qu'il est trop génial comme romancier, même s'il part d'un schéma comme ça, qui peut apparaître plutôt manichéen, il réussit de toute manière à le transcender. Parce que son talent est trop fort. Donc, il ne peut pas être un vulgaire, je ne sais pas, une sorte de romancier propagandiste. Qui montre le modèle et l'antimodèle. Et c'est ça, il ne peut pas être aussi simpliste, aussi vulgaire que ça, parce qu'il est trop talentueux, il est trop génial. Donc, ça déborde, mais il part comme ça d'un point de vue plutôt... utilitaire. Schématique, là. Ouais. Il y a des catégories comme ça. Donc, pour revenir au sujet que tu soulevais, David, c'est-à-dire le mariage de Levin, il faut garder ça à l'esprit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Tolstoï aborde le personnage de Levin, c'est à l'intérieur de cette image pastorale de la campagne et on peut observer les déplacements de Levin. Donc, non seulement son mariage, évidemment, il s'établit avec Kitty à la campagne, mais il y a aussi les allers-retours entre la ville et la campagne, c'est-à-dire quand Levin doit aller en ville. Donc, il y a toujours une sorte de tension que Tolstoï réussit quand même à bien exploiter. J'ai une petite citation là-dessus sur les ongles, donc les ongles qu'on a au doigt, du campagnard versus l'homme de la ville. Et là, on a donc Levin qui dit « Nous autres, nous tâchons d'avoir des mains avec lesquelles nous puissions travailler. Pour cela, nous nous coupons les ongles. Parfois même, nous retroussons nos manches. Ici, au contraire, pour être bien sûr de ne rien pouvoir faire de ses mains, on se laisse pousser les ongles tant que bon leur semble et on accroche à ses manchettes des soucoupes en guise de boutons. » Des soucoupes. Et là, il parle avec Stepan Arkadyevitch, il parle avec Oblonsky, puis Oblonsky, ça ne dérange pas trop de se faire attaquer sur ce genre d'affaires-là. Moi, on travaille pas fort, puis c'est bien correct comme ça. Pourquoi s'énerver? Exactement, c'est ça, exact. Là. Oui, puis Levin, personnage, je pense, où Tolstoï s'investit beaucoup, et là, où parfois le côté didactique, là, c'est-à-dire, mais en même temps didactique, mais d'autre part, il y a des scènes absolument magnifiques dans les champs, par exemple, quand Levin, qui est le maître, finalement, de son domaine, se met à faucher avec ses serviteurs. Et évidemment, Levin, comme un programme, parce que bon, c'est un esprit avancé,
puis cherche à réaliser une sorte d'utopie, si on veut, sur son propre domaine. Ouais. Et là, il rencontre un peu la résistance aussi de ses serviteurs qui ont leur propre façon de penser. Donc, c'est un Lévin, oui, qui est en campagne, mais en même temps, j'allais dire, est-ce que c'est un progressiste? Oui, c'est ça. C'est un esprit avancé qui voudrait appliquer des réformes, Oui, si on veut. c'est clair. Donc, pas un passéiste. C'est plutôt quelqu'un qui est un esprit avancé, mais en même temps qui est très, très enraciné et qui juge la ville complètement superflue et des gens comme Oblonsky quasiment comme des parasites. Et parenthèse sur le lien entre Lévin et Oblonsky, là, j'ai pas la page parce que je suis beaucoup moins discipliné que vous. Mais donc, je vais le dire de mémoire, je vais le citer de mémoire, mais le passage très, très fort où Tolstoï raconte les liens entre Oblonsky et Lévin. Il dit, bon, ils avaient développé une amitié. Il dit, comme ça arrive parfois, avec le temps, ils avaient fini par développer un mépris, finalement, pour le choix de la vie de l'autre. Le choix de la vie de l'autre, c'est... Exactement. Mais en même temps, ça n'interdit pas l'amitié. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça la complexité de la vie. Tu développes des relations, puis il y a plusieurs couches. Donc, j'ai trouvé ça très, très fort, où les deux, finalement, se méprisent pas l'autre, mais méprisent, si on veut, le choix. La vie que l'autre mène. La vie que l'autre mène, tout en par ailleurs vouant une amitié très, très sincère. Très intéressant, mais encore là, c'est ça la complexité romanesque. Pierre? Pour ce qui est de Lévin, j'ai trouvé qu'il incarne justement cette ambivalence-là, cette tension-là constante entre le nouveau monde, la nouvelle Russie qui est en train d'apparaître, puis l'ancienne Russie, plus le monde de la tradition. Justement, déjà, il y a la tension chez lui entre le monde de la campagne puis le monde de la ville. Il y a la tension sur la religion, la foi aussi, qui traverse ce personnage-là tout au long du livre. Oui, il essaye d'imaginer une espèce d'utopie, comme tu disais, sur sa terre. En même temps, il débat un peu avec tout le monde. Toutes les nouvelles théories qu'on essaie de plaquer sur la Russie, c'est pas exactement ça. Comme Tolstoï lui-même. Exactement. Donc, c'est pas exactement ça non plus. Il se met à réfléchir à l'économie politique tout au long du livre. Là, il écrit un livre là-dessus. Exact. Mais lui, il vient dire que toutes les solutions qu'on essaye d'importer de l'Occident pour les amener en Russie, c'est difficile à plaquer puis à installer tel quel. Là. Il faut inventer un modèle russe, un modèle russe qui puise dans la tradition, mais qui en même temps vient essayer de trouver une nouvelle égalité. Il parle avec un de ses frères à un moment donné. Je crois que c'est avec... ou avec Nicolas, peut-être. Nicolas, qui est le radical. Là, Exact, c'est un communiste. C'est un communiste. Ouais. Puis il parle avec lui, puis il l'oppose à son autre frère, qui lui est un anticommuniste, il écrit dans les journaux d'ailleurs. Et il les oppose tous les deux, puis il dit à Nicolas quelque chose dans le genre de tu as tort dans l'extérieur, lui, il a tort à l'intérieur. Autrement dit, c'est comme s'il trouve que les solutions radicales proposées par les communistes ou les ultra-progressistes sont pleines de bonnes intentions, donc peut-être qu'elles ont raison à l'intérieur, c'est les moyens qui sont à changer, alors que peut-être que les moyens défendus par l'autre camp sont plus valables, mais les intentions derrière ne sont pas très nobles. Puis il essaye de trouver un peu cet équilibre-là entre différents mondes. Moi, j'avais pas noté cet échange avec Nicolas, mais par contre, j'avais pris beaucoup de notes sur l'échange qu'il avait eu avec son autre frère, Serge, qui est de mémoire à la partie 3, chapitre 3. Enfin, j'avais pris beaucoup de notes où, là, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Partie 3, chapitre 3, exactement. Parce qu'on avait Serge, qui est un intellectuel, qui crée le monde sur papier. Et disserte du monde sur papier. Et on avait Lévin qui a l'expérience du monde et voit très bien que l'importation d'idées, certes sublimes, dans le monde ne fonctionne pas ou pas toujours. Et là, je n'irais pas jusqu'à dire que Lévin est anti-intellectuel. Évidemment, il écrit des livres sur l'économie politique. Mais moi, j'ai été absolument séduit par son expérience du monde. Et j'en tiens pour preuve un passage que j'aimerais vous lire qui est à la page... Il y a un petit côté anti-intellectuel quand même. Comme Tolstoï. C'est-à-dire Tolstoï était tenté par c'est-à-dire de récuser tout ce qu'on estime grand dans la tradition occidentale, Shakespeare, compagnie, toujours un rapport extrêmement conflictuel avec Shakespeare. Donc, il était tenté de récuser à peu près tout, puis de retenir grosso modo Homère,
la Bible. Il y a un passage où il est dit que Serge prétendait connaître et aimer les paysans. Il causait volontiers avec eux de ce qu'ils savaient d'ailleurs faire sans affectation ni simagrée et tirait de ces entretiens des conclusions tout à leur honneur qu'il apportait comme preuve de sa prétendue connaissance des mœurs populaires. Cette attitude froissait Constantin Lévin, pour qui l'homme du peuple représentait surtout l'associé principal du travail commun. C'est-à-dire, puis ça m'a fait penser à une citation de Julien Freund, dont j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes, qui est un sociologue au temps où le communisme était très à la mode. Il disait « Je suis un paysan. Je viens d'une famille paysanne. Je viens d'une famille ouvrière. Alors, vous n'allez pas me demander de déifier les ouvriers. J'en viens. Ils ont des défauts, ils ont des qualités, mais ils ne sont pas les porte-étendards de l'humanité. » Mais je trouve que Lévin dit un peu la même chose ici dans le passage que j'ai lu. C'est-à-dire, Serge, c'est l'intellectuel à Saint-Pétersbourg qui écrit sur les ouvriers et sur l'économie en la connaissant théoriquement, alors que Lévin est celui qui vit avec l'ouvrier, qui vit avec la main-d'œuvre agricole et qui voit très bien leurs défauts, leurs qualités. Et pour lui, c'est un outil à son industrie, un outil à son mode de vie. Et il ne les méprise pas. Il les aime bien parfois, il est sévère avec eux parfois, mais je trouve qu'il y a ici une espèce d'antagoniste assez schématique, sans n'être que schématique, entre l'intellectuel de la ville qui disserte sur des solutions sublimes à des problèmes humains, et tu as l'intellectuel aussi, parce que Lévin, c'est un intellectuel, qui est au contact de la réalité. Et après avoir essayé maintes théories dans la réalité, parce que il se plaint souvent qu'il importe des nouvelles techniques, il importe des nouveaux équipements, des nouveaux outils, et ces paysans s'en foutent. Complètement. Ne l'utilisent pas, continuent à faire à la bonne vieille manière. Donc, j'ai adoré cette opposition-là entre l'intellectuel qui pense en archétype et l'intellectuel qui a un peu plus les deux mains dans la terre, littéralement, et qui voit comment, dans la réalité, les principes sublimes peuvent s'incarner, mais après plein d'inflexions qui, finalement, les dénaturent. Oui, puis en même temps, puis c'est comme s'il y avait une épreuve aussi qui devait être faite, c'est-à-dire que l'idée devait passer à subir l'épreuve du contact humain. Puis c'est drôle parce que je t'écoutais parler justement de ce personnage de Hobro, qui est sur son domaine et puis qui cherche les techniques les plus évoluées. Puis j'ai parlé, tu m'avais interrogé dans l'autre épisode. L'entrevue de lecteur. L'entrevue de lecteur, exactement. Je t'avais parlé d'un bouquin qui s'appelle, désolé, je le dis en anglais parce qu'il n'y a pas de traduction, mais Anti-Intellectualism in American Life, Richard Hofstadter, qui est un classique de l'histoire des idées qui est paru au début des années 60. Et si je le cite, c'est parce que c'est très intéressant parce qu'il revient sur les débuts de la colonie américaine et puis il parle beaucoup justement de l'importance, puis là, évidemment, ce n'est pas un contexte russe, c'est un contexte américain, mais de ces personnages qui étaient dans le coin de la Nouvelle-Angleterre, il y avait plutôt une souche à la fois paysanne et patricienne aussi. Mais donc, le personnage, finalement, de celui qui est sur son domaine, qui cherche, qui est au fait des plus récentes techniques, qui cherche à améliorer la culture de ses terres, c'est un personnage qui était très important et qui rencontre une très vive résistance aux États-Unis chez, justement, les travailleurs, les colons, exactement, et qui rencontre une très vive résistance, mais qui, en définitive, finissent par infléchir effectivement le destin de leur économie, mais c'était comme si ça pouvait pas, l'idée devait passer, il y avait une épreuve du feu, là, où l'idée devait subir une sorte d'alchimie avant qu'elle s'incarne. Autrement dit, que l'idée ne pouvait pas unilatéralement comme ça passer de l'abstrait au concret. Il fallait ça passe à travers un processus quasiment alchimique où justement il y a une résistance. J'emploie le mot résistance dans le domaine justement des métaux. Quand on parle de la résistance des métaux, enfin,
c'est quasiment de l'ordre de l'alchimie, de la fusion. Et fait que ça me fait penser à ça tout de suite, la résistance des paysans. Ouais. Et on peut... excuse-moi, David. Non, mais tu sais, combien de fois on a vu ça, tu sais, des grands intellectuels dire « Moi, je sais comment ça marche. » Puis si c'était moi qui étais en charge, finalement, ça marcherait bien, tu sais. Alors que justement, il y a une résistance au réel qui est normale aussi, là. Donc, oui, il ne faut pas être... Mais en même temps, les paysans qui disent parfois leur résistance est au nom du réel. Et parfois, c'est au nom d'une sorte de pulsion de mort aussi. C'est-à-dire, tu sais, tu ne me diras pas comment faire. C'est ça, comme borné, c'est-à-dire, veut rien savoir. Des fois, ici, l'expression Mais québécoise, ça je fait veux rien partie du savoir. réel, ça aussi, tu sais. Ça fait partie du réel. Oui, mais tu sais, c'est pas une raison pour vivre éternellement dans le règne du je veux rien savoir. Non, c'est sûr. C'est sûr. On mais sent ce qu'on va que finir je par dis- mourir. Là, tu sais, si on reste dans le je veux rien savoir, on va finir par crever. Là. Puis que la sagesse paysanne, tu sais, on est dépendant de lui parce que pour se nourrir, pour vivre, on sent que c'est pas clair. Là, tu sais, si on reste trop by the book avec le paysan puis son je veux rien savoir, on va mourir. Tu sais, le paysan, autrement dit, l'intellectuel a besoin de prendre une raclée aussi, de rencontrer une résistance. Le Et paysan inversement. Le paysan a besoin de se faire aussi Exact. brasser, tu sais, puis de ne pas se laisser, disons, dominer par cette pulsion de mort un peu. c'est Là. ça. Ah oui, très juste, parce que là, il parle de l'équipement, puis pour ramener ça sur un terrain très, très matériel, ces nouveaux instruments facilitent la vie du paysan qui, physiquement, en ressortirait gagnant. C'est-à-dire qu'au lieu de mourir à 45 ans avec le dos cassé, il mourrait peut-être à 55. En fait, il y a un échange qui est très sain entre les deux, mais qui est évidemment pas facile. Et tu dis que Lévin est un anti-intellectuel. Peut-être. Mais j'aimerais ça défendre mon Oui, point quand même. C'est un peu gratuit. C'est ça. Non, mais laisse-moi il juste- place dans un rôle, regarde, t'es un anti-intellectuel. Mais je trouve pas tant que ça, parce que il défend un point très intéressant au niveau intellectuel, c'est-à-dire que les paysans, les gens, ne font que en fonction de leur intérêt personnel. Et de ce point de vue-là, je trouve que ça apaise un peu l'épithète anti-intellectuel qu'on pourrait lui donner. Puis il donne effectivement un exemple très, très anti-intellectuel. C'est-à-dire que Lévin va dire... On ne va pas bâtir des écoles parce que les paysans n'ont pas intérêt à aller à l'école, ils ont intérêt à labourer davantage. Et c'est vrai qu'effectivement, dit comme ça, 4 personnes ici qui ont pour passion la lecture, ça choque de dire que les gens ne devraient pas aller à l'école parce que... Je vais faire mon Blonsky, ça. C'est pas si grave. parce que d'aller à l'école, ça ne sert à rien. Effectivement, ça choque, mais je trouve qu'il le défend d'une manière qui vient adoucir le propos, c'est-à-dire que je suis certain que Lévin ne se dit pas, qu'il n'est pas sincère quand il dit que ça ne sert à rien d'écrire quand on est paysan, mais il dit que ça les détourne d'une certaine manière de leur tâche de tous les jours. Et je pense que c'est plus ça l'essence du message, c'est-à-dire que l'intérêt personnel est le vrai moteur des paysans, plus que l'anti-intellectualisme. Et je te prête la parole en m'excusant. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il est un peu anti-intellectuel. C'est ça que j'ai dit. Oui, il y a une phrase à un certain moment, je pourrais la ressortir, mais de mémoire, ça ressemble à un paysan qui sait lire travaille moins fort. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose quand même d'un peu anti-intellectuel là-dedans. Et il y a une citation aussi que j'ai pris en note, je ne me rappelle plus c'était à quelle page, qui n'est pas nécessairement anti-intellectuel, mais c'est plus complexe que ça, mais bon, vous allez voir. Aucun homme n'a à découvrir de nouveau la loi de sa vie. Ceux qui ont vécu avant lui l'ont découverte et exprimée, et il n'a qu'à vérifier avec sa raison et accepter ou refuser les propositions exprimées dans la tradition. Et c'est dans la partie 8. Oui, je pense que c'est ça. Délicieux. Et là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que, là, tantôt, Carl, il disait, finalement, il faudrait essentiellement garder la Bible et Homère, puis ça serait ça. Et c'est un peu ce qu'il dit, c'est-à-dire que, écoutez, vous savez quoi, là? Les idées, on les connaît. Il existe différentes conceptions de la vie, différentes conceptions de la vie bonne, libéralisme, communisme, socialisme. On pourrait tous les nommer sur le plan politique. On le sait, là. Donc, relis tes trucs, choisis là-dedans, puis ça va être ça. On n'a pas nécessairement besoin d'en rajouter une couche. C'est un peu son discours, parce que justement, il arrive, on l'a dit tantôt, il va beaucoup discuter de plusieurs idées avec sa famille, ses amis,
mais il n'est jamais vraiment convaincu par tout ça, même s'il vit une forme de crise existentielle. Et on dirait qu'à la fin, c'est ça, c'est un peu ça de dire, ben, regarde, les idées sont là, puis là, c'est à tous et chacun, finalement, d'utiliser sa raison, puis de critiquer ou d'approuver. Puisqu'on parle des idées qui traversent, en fait, surtout par le truchement du personnage de Lévin, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est un peu un alter ego de Tolstoï, j'ai envie de faire la promotion d'un livre que j'ai bien aimé, qui est d'un jeune auteur qui, en ce moment, fait un tabac en France avec son livre sur l'éducation nationale. C'est son premier livre. Il s'appelle Joachim Le Floch Imad. Ça s'appelle Tolstoï, Une vie philosophique. Je vais le montrer rapidement. Publié au CERF. Oh! Voilà. Je t'en prie. Et puis, c'est vraiment une biographie intellectuelle. Donc, justement, qui s'intéresse à la généalogie, si on veut, de la pensée de Tolstoï. Donc, ça vient vraiment mettre en lumière. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses. Juste en le feuilletant tout à l'heure, pendant que tu parlais, David, ça me faisait penser à ce que disait tout à l'heure Pierre quand il parlait de la spécificité russe. La page sur laquelle j'étais tombé, il y avait un développement sur le MIR, M-I-R, qui était, si j'ai bien compris, le modèle russe là, de propriété collective, enfin, dans un contexte paysan que les Russes avaient développé. Puis on apprend plein de choses comme ça pour venir donc, enrichir la lecture la lecture de Tolstoï. Et puis ce côté anti-intellectuel, ce petit côté anti-intellectuel. L'inspiration très rousseauiste chez Tolstoï. Ah oui, il était fasciné par Rousseau et... Peut-être un petit aparté justement sur la biographie elle-même de Tolstoï, qui lui-même est un personnage, puisqu'on parle tout à l'heure des personnages de son roman, mais Tolstoï lui-même est un personnage, une immense célébrité à son époque, d'après ce que j'ai compris, est en correspondance avec les plus grands esprits. Les gens venaient le visiter quasiment en pèlerinage sur son domaine, parce que, bon, naturellement, c'était un aristocrate qui avait son domaine et puis qui avait quasiment créé sur ses propres terres. Enfin, il était toujours en train, un peu comme Lévin, en train d'essayer de réaliser une sorte d'utopie. On dit qu'il vit quand même dans une espèce de manoir, mais en même temps une vie simple. Là, c'est-à-dire qu'il va quand même travailler. Il y a comme une espèce les deux. Là. Exactement. Puis je pense, évidemment, moi je connais pas très bien la biographie de Tolstoï, mais de ce que j'ai compris, il était un peu ce personnage en fait qu'on ébauche depuis tout à l'heure à travers la description des idées, puis ça ébauche une sorte de physionomie des idées. Ben, Tolstoï lui-même l'incarnait là, dans sa personne, avec la barbe là, comme ça. Là. Avec sa longue barbe. Puis il y avait un côté donc très, très rousseauiste sur ses terres, un peu prophète. Puis vers la fin, c'est ce qui l'avait rendu insupportable parce qu'il était devenu très, très sectaire. Puis on parlait du tolstoïsme. Les gens se convertissaient quasiment au tolstoïsme comme ils se convertiraient à une sorte de religion. Mais qui était très... puis dans ses... l'auteur ici, là, Joachim Imad, il cite justement le journal de Tolstoï. C'est très borné. Là, c'est très, on cherche en vain la trace du romancier génial, mais en même temps, c'est l'originalité de son essai. C'est que lui, il dit, je sais que communément, on oppose le romancier génial Tolstoï à l'idéologue borné, ou enfin celui qui était comme possédé par les idées. Ce que Louis Powell fait un peu dans sa préface. Il fait un peu. Moi, je pense que ça reste pertinent pour comprendre comment un romancier qui est par ailleurs obsédé par les idées se laisse déborder par son propre talent ou son propre génie. Donc ça, je pense que ça reste pertinent pour comprendre ce processus mystérieux. Mais par ailleurs, lui, ce qui est intéressant, il dit, ce que je dis, c'est que il n'y a pas eu tout à coup, parce que généralement, la lecture, cette interprétation-là de la vie de Tolstoï, c'est que, bon, grosso modo, Tolstoï était génial jusqu'à 48-50 ans. Puis à un moment donné, là, c'est la chute. Là, il écrit Résurrection, puis c'est un livre idéologique, puis c'est moins bon. Il devient le vieux radoteux, insupportable, sectaire. Donc ça, c'est l'interprétation commune. Puis il dit non, il dit c'était présent dès le départ dans ses carnets, dans ses journaux de jeunesse. Il était déjà animé par cette quête morale. Donc, qui passait par l'exploration de différentes idées, différents courants. Il était déjà, comme Dostoïevski aussi, c'est le monde russe. Et ça, de l'excès idéologique. Oui, puis de la quête, une sorte de quête de l'absolu, une quête qui passe. Donc, pour eux, là, il n'y avait pas la beauté là. Puis pour eux, autrement dit, c'était pas des dilettantes. Il n'y avait pas cette vision un peu de dilettante occidentale du beau, qui est comme séparé. Enfin, on peut poursuivre le beau en tant que beau. Pour eux, tout ça, c'était un tout.
Puis donc, ils étaient engagés dans cette quête de l'absolu, puis ça passait notamment par ce qu'on pourrait appeler, la morale, peut-être plus le bien. En fait, il était possédé par cette quête d'un absolu éthique, où l'éthique, où l'esthétique serait confondue avec l'éthique, donc une quête ultimement d'une forme du divin. Mais ça, c'est un univers à part, qui est celui du monde russe, qui est quasiment pas une autre, j'allais dire, oui, peut-être un peu quand même une autre civilisation, mais qui est quand même greffée sur l'Occident. Parce que, parenthèse très, très, très courte là-dessus, c'est qu'on peut peut-être en profiter, puis toujours un peu dans le sillage du développement de David sur les idées chez Tolstoï, c'est l'opposition slavophile, occidentaliste, culture russe. Et c'est présent aussi dans le roman. Il y a le séjour occidental. Ils vont en Italie à un certain moment. Ils rencontrent un peintre. Puis pas seulement en Italie, c'est que quand ils vont, je pense, au bain, là, dans une sorte de station... balnéaire en Allemagne. En Allemagne, oui. Exactement. Pour la cure de Kitty. La cure de Kitty, exactement. Donc, il y a le séjour occidental aussi, généralement, qui faisait partie de l'itinéraire russe. Et qui permet toujours de réévaluer l'héritage national, enfin de se repositionner vis-à-vis de l'héritage national. Donc, c'est une civilisation qui est toujours dans un rapport tendu, mais qui est consubstantiel. Là. Tu ne peux pas te contenter de sortir les ciseaux et de couper ça. Là. Manifestement, c'est un lien organique là, mais qui est sous le signe de la tension et de l'étrangeté. On le voit aujourd'hui avec l'actualité. Les Européens, les Russes, en ce moment, il y a une étrangeté absolue là, vis-à-vis la réalité russe, le monde russe. Pierre? Mais d'ailleurs, à travers le livre, là, c'est comme distribué ici et là, mais il y a toujours des choses qui sont un peu d'inspiration étrangère qui nous sont présentées, mais ça colle jamais vraiment ou c'est tout le temps un peu du n'importe quoi. On parlait tantôt du français, par exemple, là, qui, avec ses interprétations. Tu parlais ça a presque une valeur divine, là, c'est ce qu'il va dire. Alors on voit bien que c'est du n'importe quoi. Le jeune médecin, quand Kitty est malade, puis là, on consulte d'abord un vieux médecin, un vieux de la vieille qui arrive, puis après ça, on a un nouveau médecin qui arrive avec les nouvelles théories, les nouvelles pratiques, etc. Mais c'est un occidental? C'est pas un occidental, mais par sa formation et tout ça, on sent qu'il est un peu plus formé à l'occidental. Mais il arrive, puis il sait pas plus que personne, puis il prescrit n'importe quoi. Là. Il dit n'importe quoi pour soigner Kitty. Les journaux qui sont lus, on nous parle au début, puis on en parlait tantôt, nous, du journal un peu libéral qui défend, qui va citer des philosophes occidentaux, mais qui change d'idée sur à peu près tous les sujets. C'est jamais rien de vraiment stable. Toutes les choses comme ça qu'ils nous ont présentées, qui sont un peu modernisantes d'inspiration occidentale, c'est pas sérieux. Ça colle pas. Ça colle pas. Ça repose un peu sur rien, en fait. C'est très fragile. Mais il y a une... Excuse-moi, David, vas-y. Oblonsky trompe sa femme avec qui? Avec une femme de chambre française? Ou française, c'était... Ouais. Je vois, c'est Lévin qui parle en toi. C'est ça, exact. Donc... oui, en fait, je pense que c'était la espèce d'enseignante de français. C'était une Française. Ouais. Donc oui, à chaque fois, un peu là, l'étranger. Mais pourtant, il y a quand même... Il y a une attirance pour l'Occident qui traverse le livre parce que... Mais la France incarne ça dans le livre. Là, dans le roman, il y a des allusions à la culture française. Où les Français, manifestement, sont jugés, spécialistes d'un certain domaine de l'existence. Mais il y a une fascination pour l'Occident, je disais, mais surtout dans les langues parlées. On passe du français à l'anglais, à l'allemand. Et pourtant, pour revenir au moment où Kitty est en Allemagne pour faire sa cure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais... Les malades sont tous autour du bain ou que sais-je, ils sont tous à la place publique du sanatorium, appelons ça ainsi. Et Nicolas, le frère de Lévin, arrive et tous les Russes sont extrêmement gênés de l'arrivée de leur confrère russe qui est tout débauché. C'est le personnage, disons, pittoresque. Ouais. Alors qu'il y a comme une fascination pour l'Occident, une gêne peut-être pour l'âme russe en présence des Occidentaux, mais je suis d'accord avec toi, l'Occident ne colle pas totalement
sur la Russie. Colle pas totalement, mais on sent que chez la bourgeoisie russe, puis une bonne partie de la noblesse russe, peut-être pas chez les plus anciens, mais chez les plus jeunes, il y a une volonté de s'intégrer dans le concert des grandes villes européennes où on peut passer, là, les grands intellectuels, les grands esprits passent de Vienne à Paris, à Londres, à Milan, à Berlin, et on essaie de greffer à ça à Saint-Pétersbourg. Et ça nous rappelle un petit peu, là, où ça annonce peut-être les romans de Stefan Zweig, là, puis il nous parle des grands intellectuels européens qui circulent fin 19e, début 20e, la vie culturelle européenne. On sent qu'il y a une tentative chez une bonne partie de l'élite russe, ou en tout cas de l'élite intellectuelle russe, de se coller à ça, mais la greffe ne prend pas exactement. Là. Il y a quand même des décalages, puis Tolstoï nous le montre aussi. Puis, très juste, mais juste aussi ajouter sur ce que tu viens de dire, Karl, l'esprit russe, le roman russe qui est dans la quête d'absolu, mais c'est ce qui nous fait... Moi, je pense, puis je veux vous entendre, c'est ce qui fascine les Occidentaux dans la lecture des Russes, c'est-à-dire la férocité avec laquelle ils ont soif d'absolu, c'est incroyable. Absolument. Puis, je pense que c'est l'occasion de faire la promotion d'un autre livre. Je ne suis pas commandité. C'est comme ça, c'est des lectures que j'ai bien appréciées. Georges Steiner, donc Tolstoï ou Dostoïevski, qui est justement l'illustration de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire c'est une interprétation. Georges Steiner, qui est le grand critique littéraire, disons, un des plus grands, je pense, du XXe siècle, et puis qui, dans ce livre, justement, fait un peu l'éloge, si on veut, fasciné de cette quête russe et qui passe à travers la littérature. Il dit c'est comme si c'était passé quelque chose là dans le roman russe qu'on voit très rarement, c'est-à-dire dans l'histoire de l'Occident. On voit ça avec Shakespeare, enfin le théâtre élisabétain à l'époque, mais sinon, c'est quoi d'autre? Il faut remonter aux Grecs. Enfin, c'est quelque chose qui arrive très, très peu souvent dans l'histoire d'une civilisation. Et là, c'est les Russes qui, soudainement, vraiment dans une période très, très restreinte, là, peut-être en l'espace de 50-60 ans, les génies déboulent. Dostoïevski, Tolstoï, Gogol, enfin, ça ne s'arrête pas. Là. Tchekhov, éventuellement. Donc, il se passe quelque chose là qui est né de la Russie, puis qui est vraiment comme une des très grandes contributions là, à la vie de l'esprit là, dans l'histoire. Et donc, Steiner, justement, il fait le parallèle. Je parlais au tout début de l'épisode de Madame Bovary. Et c'est drôle parce que, en fait, je renvoie les auditeurs, parce que, bon, ils sont tous branchés, mais forcément, ils écoutent un podcast. Mais s'ils sont curieux, ils peuvent taper comme ça dans YouTube, Georges Steiner, Tolstoï, Dostoïevski, entrevue, enfin quelque chose comme ça. Puis vous allez tomber sur l'entretien en noir et blanc de Georges Steiner, je crois que c'était à la télé française. Il a été interrogé dans le cadre de la parution de son essai. Et c'est drôle parce que l'intervieweur, qui est un intervieweur français, je pense quasiment, enfin, c'est mon interprétation, peut-être j'ai mal compris les choses, mais il me semblait que l'intervieweur avait un petit sursaut d'amour-propre. À un moment donné, il dit « Mais tout de même, le roman français... » Oui. Là, c'est là que Steiner répond. Il dit oui, il dit, mais le roman français, il dit, pour moi, c'est un roman profondément sécularisé. Il parle de Balzac. Il dit oui, Balzac a fait des livres sur la transcendance, mais il dit c'était plutôt raté. Il dit le génie du roman français, c'est dans si tu veux, la démystification radicale. C'est Madame Bovary, puis c'est aussi la recherche du temps perdu. Ouais. Encore là, je nuancerais l'interprétation de Steiner parce qu'il me semble que c'est pas si simple dans le cas de Proust, les liens de Proust avec... l'art comme transcendance chez Proust qui est avec pas le catholicisme aussi, ouais. On peut dire que enfin, Proust, c'est pas aussi simple que ça. Je pense que toute une mythologie catholique aussi qui est investie dans la recherche, mais restons fidèles pour les besoins de la conversation à l'interprétation de Steiner. Donc, il dit roman profondément sécularisé. Il dit chez Proust, c'est ça, il n'y a pas de... Dans le roman français, il n'y a rien qui dépasse. On pourrait rétorquer quand même Céline, enfin bref. Mais il dit il n'y a rien qui dépasse dans le roman français. Et il n'y a pas de saleté. Il dit oui, il y a de la saleté chez Proust, mais jamais de mauvais goût. Il dit, tandis que, je ne sais pas, moi, dans les Frères Karamazov, dans les grands romans russes, typiquement, tu vas avoir un personnage qui,
plein effondrement, qui est en chaussettes. Il y a des chaussettes sales dans sa mansarde. Et là, il tourne les yeux vers Dieu. Puis là, c'est un cri de l'âme. Là. C'est pas le cri du corps, c'est pas le cri du ventre. C'est le cri de l'âme. Là. C'est une âme qui est complètement fêlée, qui est désespérée. Puis il y a les chaussettes sales. Ça, c'est les Russes. Il dit, alors qu'à l'opposé, les Français sont dans un autre registre de l'existence qui fait paradoxalement leur force, qui est celui, disons, de l'ironie, de l'intelligence, de l'esprit. Alors que les Russes, oui, ils sont dans l'esprit aussi, mais ils traversent l'esprit autrement que le font les Français. En fait, les Français ne traversent pas l'esprit. Ils sont dans le monde de la maîtrise. Alors que les Russes, c'est un itinéraire plus intérieur, exactement. Ouais. Parce que ils le vivent totalement parce que je me suis procuré il y a 1 an à peu près une anthologie de la poésie russe et moins pour vois-tu la poésie en tant que telle parce que bon de la poésie traduite ça vaut ce que ça vaut mais pour les biographies faites des poètes et je trouve que ça l'incarne totalement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils le vivent dans leur chair, c'est sale. C'est laid, c'est sublime, c'est des destins tragiques et sublimes qui se déchirent. Donc, c'est ça l'opposition que fait Steiner, c'est-à-dire les Français, c'est peut-être un peu trop propre et les Russes, c'est vraiment très senti, incarné jusque dans l'abolition de soi, d'une certaine manière. Ouais. Exact, exactement. Mhm. Puis il dit que dans bon, évidemment, son essai est articulé autour de les deux noms, c'est-à-dire qui sont présents dans le titre, Tolstoï ou Dostoïevski, parce que pour lui, donc à l'intérieur même de la civilisation russe, Tolstoï, Dostoïevski incarnent deux... En fait, au sein même, je reformulerais, au sein même de la galaxie russe, il y a 2 planètes qui sont distinctes, Dostoïevski, Tolstoï, qui sont chacun, disons, l'expression d'une sorte de génie, si on veut, de cette civilisation, alors que Dostoïevski et même s'il partage avec Tolstoï, parce qu'il découle quand même de la même civilisation, il partage des points communs, mais Dostoïevski, dans sa poétique, si on veut, dans son art d'écrire, dans son génie romanesque, disons qu'il déploie le récit autrement. Il est beaucoup plus dans le dialogue, l'omniprésence des dialogues chez Dostoïevski. Parce que Dostoïevski, comme tout de suite, est tout de suite dans le drame. C'est quasiment, tu pourrais quasiment voir tout de suite les personnages parler là, sur la scène d'un théâtre. Là. Ça, c'est Dostoïevski. Il rentre tout de suite dans le nerf. C'est très nerveux. C'est très nerveux, Dostoïevski. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que... ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'ils étaient quand même contemporains. Je ne crois pas me tromper en disant qu'ils étaient contemporains, les deux. Dostoïevski lisait les souvenirs de jeunesse de Tolstoï lorsqu'il était au bagne en Sibérie. Bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés, il y avait une espèce de connexion tout de même par la littérature. C'est comme ils se regardaient de loin. Mais c'est comme ces 2 planètes. Là. Donc, ils n'étaient pas destinés à frayer nécessairement ensemble. C'est-à-dire c'est 2 souverainetés qui s'observent de loin, qui étaient fascinés. Il dit quand même, ouais, Tolstoï regarde Dostoïevski, puis quand même, c'est pas rien. C'est très fort, mais en même temps, toujours sur sa réserve, sur son quant à soi, puis Dostoïevski pareillement. C'est intéressant, ça. Des génies, finalement, qui évoluent non seulement à la même époque, mais dans le même cadre national. C'est intéressant, ça. Mais on dit... Excuse-moi. Oui, puis je termine très rapidement. C'est, disons que Tolstoï est beaucoup plus sensualiste, disons, que Dostoïevski. Dostoïevski, ça a été très difficile. Dostoïevski, tout le long de sa vie, il est passé par le bagne. Enfin, il a souffert d'épilepsie. Il a toujours beaucoup souffert. Physiquement. Un accro au jeu. Accro au jeu. Il a toujours beaucoup souffert dans sa chair, dans son âme. C'est un martyr, d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Tolstoï, c'est physiquement, encore une fois, le physique parle beaucoup. Tolstoï, c'est un physique beaucoup plus, disons, dans la plénitude. Quelqu'un qui physiquement, c'est ça, il est en possession de tous ses moyens. Qui fait très patriarche. Il fait très patriarche. Puis évidemment, il avait des moyens aussi matériels que n'avait pas Dostoïevski, qui a toujours été dans la gêne. Alors que Tolstoï, naturellement, non seulement il était très, très favorisé par la nature, disons qu'il a hérité d'un physique, disons qu'il prédisposait à jouir quand même de ce monde. Et puis... donc, il était très... les 2 étaient dans un registre d'existence différent. Donc, ils ont hérité non seulement d'une physionomie
biologique différente, mais une physiologie aussi, on pourrait dire quasiment spirituelle différente. Ils ont un rapport très, très différent. Il y a quasiment... chez Tolstoï, son christianisme, il faut relativiser. C'est quand même... il y avait un côté panthéiste chez Tolstoï. Enfin, il était intéressé, je pense, aussi par des religions orientales aussi tout au long de sa vie. Donc, c'était quelqu'un qui cherchait, mais qui n'était pas nécessairement, disons, qui il se prenait. J'ai pas l'impression d'exagérer en le disant, parce qu'à un moment donné, je pense que c'est la faiblesse de n'importe qui est saisi par un délire. Puis Tolstoï, à un certain moment de sa vie, il était saisi un peu par son délire sectaire, puis il se prenait un petit peu pour le Christ. Là, Donc, autrement dit, il était quasiment un hérétique là, de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, il s'est opposé à l'Église. Enfin, je ne veux pas juger qui avait tort, qui avait raison, ça ne m'intéresse absolument pas. C'était juste pour décrire la trajectoire de Tolstoï et trajectoire notamment spirituelle, donc son rapport au christianisme, c'était à relativiser. C'est un œcuménique, là. Puis dans la description dans ses descriptions, ça ressort tout particulièrement. C'est ce sensualisme qu'on ne retrouve pas chez Dostoïevski. Dostoïevski, on peut retrouver, si on veut, une sorte de précision chirurgicale dans la concupiscence, description de la concupiscence. Oui, mais chez Tolstoï, c'est un rapport beaucoup plus apaisé aux éléments de ce monde, c'est-à-dire les beautés de ce monde. Alors que chez Dostoïevski, c'est constamment, quasiment, c'est ça, chargé d'électricité, dysfonctionnel. On est dans un autre registre. Un autre registre. Mais d'ailleurs, on dit souvent que Dostoïevski est le génie métaphysique, alors que Tolstoï est le génie laïque. Ce qui est une part de vérité, oui, absolument. Mais en fait, je profite de la passe que tu me fais en parlant de la relation de Tolstoï avec le Christ pour vous interroger sur la 8e et dernière partie, lorsque Lévin se convertit à Dieu. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. C'est un peu l'aboutissement de tout un processus, là. Puis on a l'impression tout au long du livre, en fait, que tous les personnages, chacun à leur façon, débattent avec le christianisme. Ils ne savent pas trop. Oui, il y a les convenances, puis le fait qu'il faut faire semblant d'être pieux, puis etc. Puis en réalité, il n'y a pas tout à fait ça. Lévin se pose peut-être ces questions-là plus sérieusement du début à la fin du livre. Mais finalement, après, oui, la 8e partie, quand il en vient à réfléchir sur son rapport à Dieu, mais aussi à la lumière de tout ce qu'il a vécu, c'est peut-être le plus beau chapitre du livre. Et oui, il finit par se convertir. On ne sait pas trop si c'est à l'Église orthodoxe grecque ou à l'Église catholique. Et il dit lui-même à un moment donné qu'il hésite entre les deux. J'ai pas trop remarqué. J'ai pas trop vu. Oui. En fait, de mémoire, il dit qu'il croyait n'avoir aucune différence entre les deux. Et puisque les deux se voient dans le Christ, mais lorsqu'il a étudié l'incarnation historique des deux églises, il a vu qu'il y avait des points de désaccord, ce qui lui fait penser aux points de désaccord entre le christianisme et l'islam et le bouddhisme, etc. Et ce qui pointe vers l'ouverture de Tolstoï aux religions orientales. Exact. Absolument. Et il conclut en disant « Ce n'est pas à moi de réfléchir sur ces disparités ou ces différences, puisque... comment dire? En fait, je ne veux pas dénaturer parce que j'en ai pas... J'ai pas le passage en mémoire exactement, mais il dit c'est pas à moi à penser à ça. Moi, je crois en Dieu et Dieu s'arrangera d'une certaine manière avec les autres non-croyants. Puis sa réponse à son questionnement sur le christianisme, on voit avec ça, lui, il a son côté, en fait, c'est pour aller peut-être à mi-chemin entre vos deux positions tout à l'heure, à savoir si Lévin est intellectuel ou anti-intellectuel. Il passe son temps à se questionner, puis à débattre avec la raison, puis etc., puis il va citer toutes sortes de théories. Mais finalement, sa réponse à cette question-là, il l'appuie en lui-même, puis Dieu, à ses yeux, c'est la source du bien et du mal, puis tout son entourage, les gens de bien autour de lui, c'est des gens qui sont pieux, etc. Il faut nécessairement que ce bien-là vienne de quelque part, donc il se plie vers ça, puis il choisit d'accepter le christianisme. Au lieu donc d'aller vers une conception très intellectualiste du christianisme, une conversion comme ça, c'est pas un thomiste. Il prend pas cette voie-là pour se convertir. Il puise ça en lui-même, puis il y a une vérité là-dedans qui traîne de longtemps, puis qui prend chez les autres, puis la vérité est là-dedans.
Ouais, ben, il va beaucoup critiquer, en fait, l'idée qu'on pourrait arriver avec un raisonnement à la vérité. Mhm. C'est en fait que le sens moral est littéralement un sens. Mhm. Donc, c'est-à-dire que tu le sais si tu fais le bien. Mhm. Puis c'est vraiment ça qu'il va dire à plusieurs reprises, là. C'est-à-dire, lui, il veut vivre pour le bien, il veut faire le bien, et tu le sais quand tu fais le bien, Mhm. en quelque sorte. C'est pas par le raisonnement que tu arrives à ça, puis que justement, tous les cadres conceptuels, tout ça, ça relève du raisonnement, alors que c'est pas là-dessus. Et justement, il dit le bien, c'est pas le raisonnement qui me le donne, c'est Dieu. moi qui le sais. C'est Donc, Dieu qui le met en moi. Exactement. Ouais. Donc, il faut que ça vienne de quelque part. Donc, c'est là qu'il va dire Mhm. que c'est Dieu. Donc, c'est un sens moral. C'est pas un raisonnement rationnel. Exact. Ça me paraît assez Christian? juste. Oui. Ça me paraît assez juste. Ben vas-y. Non, mais non, ça me paraît. C'est drôle parce que je vous écoutais parler justement de ce dernier chapitre, puis on en parlait tout à l'heure, ou c'est avant le début de l'émission. Moi, c'est bizarre, puis je sais que ça serait supposé m'intéresser parce que je suis l'auteur notamment d'un petit livre sur Marie de l'Incarnation. J'ai complètement zappé. Sur je retiens absolument rien de ce dernier chapitre. C'est bizarre, C'est bizarre. complètement bizarre. Puis des fois, ça arrive, je sais pas. Puis on en parlait aussi tout à l'heure, c'est les trous de lecture, c'est-à-dire quand tu lis disons, une œuvre extrêmement riche. Puis là, évidemment, les gens vont dire ah oui, tu as lu ça, puis parle-moi-en donc. Et donc, Mhm. raconte-moi en général, c'est de quoi ça parle. Puis là, c'est ça la question. Puis là, évidemment, ça, c'est la question absolument démoniaque. parce que Vraiment. c'est- C'est tu- insupportable. tu comprends que c'est légitime de poser la question, mais en même temps, c'est démoniaque, tu sais, parce que ça prétend aller à l'essentiel, alors que justement, c'est pas l'essentiel. Mais tu sais, c'est une question légitime, donc à laquelle tu n'as pas le choix de te répondre. Donc, dans ce sens-là, c'est démoniaque. Donc, mais c'est ça, il y a des trous de lecture quand on lit des grandes œuvres. Mettons, je parlais tout à l'heure de Proust. Tu sais, fait que je pense que c'est ce qui rend tout particulièrement intéressant le genre de démarche, en fait, notamment que vous faites au balado, c'est que c'est des œuvres qu'il faut relire, dont il faut discuter, premièrement. Déjà en partant comme ça, une diversité de points de vue, 4 points de vue. Moi, j'étais étonné des fois, tu sais, quelqu'un qui soulevait, mettons, tel ou tel point auquel je n'avais pas pensé, puis qui me permet d'emprunter, mettons, une piste, puis qui permet en définitive de compléter, enrichir, bonifier ma lecture, disons, primordiale, ma lecture première, disons. Puis que c'est le destin des grandes œuvres d'être discuté, parce une personne ne peut pas prétendre saisir ou d'avoir enregistré, entre guillemets, L'œuvre. l'œuvre. Il ne peut pas dire. Tu sais, c'est une approche quand même très, très naïve, tu sais, très dite possessive ou matérielle. De dire, bon, j'ai lu tel livre, donc maintenant je l'ai. Mhm. Tu sais, c'est-à-dire, je passe à travers, donc j'ai fait main basse sur le livre, Mhm. je le possède. Pas du tout. Non. Je pense que c'est vraiment quasiment le début de la sagesse de lecteur, c'est de dire, je peux faire main basse sur aucun livre. Mhm. Il m'échappe. C'est des mystères qui sont irréductibles. Donc, autrement dit, qu'on ne peut jamais quadriller, qu'on ne peut jamais prétendre avoir absorbé et qu'on ne peut jamais prétendre vraiment résumer totalement fidèlement, puis qu'il y a toujours des trous quelque part. On a toujours zappé sur des choses, puis qu'il y a à peu près 1000 portes pour entrer dans un livre. Très juste. Donc, à partir comme ça, parce que ça me fascine quand même. À un moment donné, ça m'angoissait quasiment parce que quand j'ai étudié en littérature à l'université, puis c'est le genre de questions que tu te poses quand tu commences à acquérir une certaine culture générale, une culture littéraire. Tu te dis, ah oui, c'est ça, j'avais lu ce fameux classique, tu sais, mettons, en telle année. Puis là, tu te dis, là, je suis Il même- ne m'en est rien resté. Exactement, Ouais. puis c'est un vrai sujet, c'est une vraie question. Parce que là, il y a un doute. Tu sais, Suis-je un bon lecteur? suis-je un bon lecteur ou est-ce que je suis en train de dépenser une énergie folle, mais finalement en vain? Tu sais, est-ce que vraiment j'en ai rien retenu? Alors qu'en définitive, on en retient quelque chose, mais pas ce qu'on pense. Tu sais, ça reste en nous, mais à un état qui n'est pas nécessairement discursif, qui peut pas être. Tu parlais tantôt d'un sens moral qui est en nous, puis qui n'est pas logique. C'est un peu la même chose, je pense, qui reste en nous comme héritage. On parle d'un héritage ici littéraire, intellectuel. On pourrait parler d'un héritage moral, c'est-à-dire ce qu'on retient d'une éducation morale qui vient de nos parents, de notre milieu. On ne le sait pas. Il y a une simple parenthèse qui me permet de saluer Denis Arcand, parce que dans Les Invasions barbares, il y a un dialogue comme ça entre le personnage qui est joué par Marie-Josée Croze et le personnage du professeur joué par Rémi Girard qui a le cancer. Bon, là, les deux développent une relation particulière. Et là, Rémi
dit, grosso modo, là, il dit, en fait, je lui ai rien laissé, quelque chose comme ça, en parlant de Sébastien, qui est son fils, ou enfin, il n'y a absolument rien qui l'a retenu de moi, j'ai rien réussi à transmettre. Et là, elle a cette réponse très forte, puis c'est un personnage plutôt vulnérable, là, c'est une toxicomane et tout, mais en même temps, elle a quand même développé un certain regard sur la vie, et elle dit, vous ne le savez pas, ça. C'est vrai, profondément. Elle dit, vous ne le savez pas, vous ne savez pas ce qui est resté de vous. Enfin, fin de la parenthèse. On ne sait pas ce qui reste d'une œuvre après l'avoir nommée. Exactement. Juste. Je voulais revenir juste un instant sur Lévin qui dit justement que ça relève d'un sens, d'un ressenti presque de ce qu'on fait le bien. Parce que les modernes que nous sommes, on joue souvent au malin en disant oui, mais pourquoi? Hein, un peu comme un enfant frais, là, oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? Et Lévin dit en quelque sorte, parce que de même. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. C'est un peu ça qu'il dit. Parce que les parents répondent justement à l'enfant, parce que c'est comme ça. Exactement. C'est-à-dire ça prend du non négociable. Bah oui, c'est ça. C'est exactement. Parce que justement, puis ici, là, en fait, je peux lire l'extrait, je pense que c'est un très bon extrait de la 8e partie. Il dit « J'étais en quête d'une solution que la raison ne peut donner, le problème n'étant pas de son domaine. La vie seule était en mesure de me fournir une réponse, et cela grâce à ma connaissance du bien et du mal. Et cette connaissance, je ne l'ai pas acquise, je n'aurais su où la prendre, elle m'a été donnée, comme tout le reste. Le raisonnement m'aurait-il jamais démontré que je dois aimer mon prochain au lieu de l'étrangler? Si, lorsqu'on me l'enseignait dans mon enfance, je l'ai aisément cru, c'est que je le savais déjà. L'enseignement de la raison, c'est la lutte pour l'existence, partant la loi qui exige que tout obstacle à l'accomplissement de mes désirs soit écrasé. La déduction est logique, mais la raison ne peut me prescrire d'aimer mon prochain car ce précepte n'est pas raisonnable. » Donc, oui, en fait, c'est un problème classique là, d'ailleurs, dans tout système logique, là, c'est-à-dire que c'est la régression à l'infini, là, de toujours dire oui, mais pourquoi, oui, mais pourquoi, oui, mais pourquoi. Donc, ça te prend un point fixe, que même les Grecs en parlaient. Là. Le premier moteur non mu. Exactement. Aristote. Exact. Donc, c'est ça. C'est parce qu'on le ressent que c'est ça le bien qui doit être fait. Là. Puis, dans les toutes dernières phrases, si c'est pas la dernière ou l'avant-dernière phrase, il résume tout ça en revenant sur le fait que après avoir débattu avec toutes sortes d'idées, finalement, il écrit « Ma vie intérieure a conquis sa liberté ». C'est une des dernières phrases, c'est peut-être c'est ça comme je disais, là. C'est dans la dernière phrase, qui est assez longue, avec beaucoup de virgules. Ouais. Mais dans cette dernière phrase-là, il dit cette formule-là, puis je pense que ça résume assez bien son cheminement vers le christianisme. Très intéressant. Puis moi, j'ai noté aussi qu'au chapitre 9 de la 8e partie, il dit, Lévin toujours, il dit « J'ai lu Platon, j'ai lu Spinoza, j'ai lu Kant, j'ai lu Hegel, j'ai lu Schopenhauer. » Mais au bout, et c'était très intéressant. Je suis arrivé à me construire des doctrines personnelles, à en attaquer d'autres, à en démonter d'autres, à rabibocher une espèce de manière de vivre. Mais au bout du compte, le sens de la vie m'échappait toujours. Absolument toujours. Et il le trouve, évidemment, avec Dieu. Et c'était vraiment très intéressant. Lorsque son frère Nicolas meurt, il n'a plus pitié de lui, puisque Nicolas, à la fin de sa vie, croit en Dieu. Et Lévin dit, je n'ai pas à avoir pitié de lui, je suis assez apaisé, et je suis même jaloux, parce qu'il finit par croire en Dieu. Donc, c'était vraiment en germe dans ce personnage-là, tout au long du livre. Mais c'est ça, voilà, ça fait réfléchir pour l'agnostique que je suis, d'une certaine manière. Il est vrai que tous les philosophes, aussi intelligents et fascinants qu'ils peuvent être, il manque toujours quelque chose, et ce quelque chose-là, c'est l'absolu. C'est que les génies laïcs sont géniaux, mais ce que les agnostiques, j'imagine, comme moi, envient aux croyants, c'est qu'ils ont la perspective intemporelle et universelle qui échappe à toutes les doctrines philosophiques. Voilà. Ben, c'est parce qu'à un certain moment, il faut que tu fasses un saut, en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire que, justement, comme je le disais, c'est la régression à l'infini. Oui, pourquoi, oui, pourquoi, oui, pourquoi. Et à un moment donné, il faut peut-être que tu fasses un saut de dire, ça, je considère que c'est important en soi. Et il n'y a pas vraiment de justification à donner de dire pourquoi ça l'est. Parce que, justement, ça coule de source, en quelque sorte.
parce que justement, on peut jouer au malin et de dire oui, mais il faut que tu justifies ça aussi. Ben, justement, il y a des affects humains aussi qui les justifient par eux-mêmes. Et il est bien malaisé de l'expliquer, d'ailleurs. La 8e partie, c'est assez long dans son élaboration de comment il en est venu à ça. Là. C'est vrai que ça part un peu dans tous les sens. Il essaie de se justifier avant de finir par dire c'est tout, je crois. C'est comme ça. Oui, très intéressant. Autre chose sur la 8e partie? Autre chose sur un autre point, peut-être? On en a parlé un peu brièvement, mais à plusieurs moments, on parle du peuple russe. Donc, il y a vraiment des questions civilisationnelles, en quelque sorte. Et il parle de comment, parce que il y a une guerre en Turquie. Juste pour précision, tu veux dire qu'on parle, disons, du peuple russe au sens de la population, les gens qui vivent, ou de la société russe en général? Par exemple, je pense qu'il y a une guerre en Turquie à ce moment-là. Je pense que c'est années ça. 1800, et là, il parle de la question de la grandeur du peuple russe. Justement, il y a une conception presque métaphysique derrière ça. Mais Lévin rigole beaucoup de cette conception-là. Oui, aussi, oui. Il y a tout plein de débats à savoir comment une société fait pour perdurer dans le temps. Est-ce que c'est par ses institutions? Il y en a un autre qui dit que c'est par la grandeur de la culture. Donc, une grande culture va perdurer dans le temps. Il y en a d'autres qui disent c'est le nombre. Donc, c'est la démographie, c'est qu'il faut faire des enfants. Donc, il y a tout plein de débats autour de ça. Et à un certain moment, je ne sais plus c'est qui dit ça. J'avais la citation ici qui disait « Nous ne valons peut-être pas grand-chose, mais nous n'en avons pas moins duré 1000 ans. » Et ça me faisait penser que notre époque, on aime beaucoup ça, regarder les époques qui nous précèdent un peu de haut. Par exemple, justement, le Moyen-Âge, qu'on appelle le Moyen-Âge, qui a duré 1000 ans, mais qui a duré quand même. Alors que notre époque, si avancée soit-elle, est incapable de se renouveler, c'est-à-dire le taux de fécondité est en deçà du renouvellement de la population. Donc, on peut se poser la question ici, c'est-à-dire on ne vaut peut-être pas grand-chose, mais au moins on a duré. Nous, on peut peut-être se dire, nous autres, on est on est incroyable, on a une grande valeur, mais on n'est peut-être pas capable de durer. Mais ça me fait penser à une réflexion que fait Lévin dans la 8e partie sur les petites choses versus les grands principes. Réflexion qu'il fait aussi en discutant avec Serge. Mais je ne suis pas certain que c'est Lévin qui parle, c'est plus Tolstoï, narrateur, qui parle. Mais il dit que Lévin a cherché de grands principes toute sa vie, dont Dieu, dont l'économie politique, etc. Et dans les derniers moments, lorsqu'il est apaisé, c'est lorsqu'il fait les petites choses le mieux qu'il le peut, avec l'idée de transmettre à ses enfants le peu qu'il a fait. C'est-à-dire entretenir sa terre très simplement, rendre le plus prospère possible ses paysans, dans l'espoir d'avoir fait le petit bout de chemin qu'il va pouvoir transmettre à ses enfants, dans l'espoir qu'eux aussi en fassent de même. Donc, il me semble que ça... Si tu permets de... Justement, je suis tombé sur une citation disons, le rapport entre le détail, si on veut, puis la vision plus globale de l'existence. C'est page 692. De ton édition? De mon édition, si jamais les gens suivent chez eux avec leur édition. Il a révélé aux petits ce qu'il a caché aux sages et aux prudents. Évidemment, ça, c'est tiré de l'Évangile. Pensait Lévin en s'entretenant ce soir-là avec sa femme. Ce n'est pas qu'il se crut un sage en citant ainsi l'Évangile, mais d'une part, force lui était de se reconnaître plus intelligent que sa femme et qu'Agathe Mikhailovna, et d'autre part, il savait pertinemment que s'il lui arrivait de songer à la mort, cette pensée le prenait tout entier. Ce mystère terrible, de grands esprits l'avaient sondé comme lui de toutes les forces de leur âme. Il avait lu leurs écrits, mais eux non plus n'en savaient pas aussi long sur ce chapitre que sa vieille bonne et sa Katia, comme l'appelait maintenant Lévin, suivant avec un plaisir manifeste l'exemple de Nicolas. Ça, c'est effectivement lors de la mort de Nicolas où Lévin constate le génie, une sorte de génie, en l'occurrence ici féminin, c'est-à-dire d'une intuition, une approche d'un des grands mystères de la vie, c'est-à-dire la mort, puis auquel ont accès beaucoup plus spontanément des personnes qui ne sont pas dans la théorie, qui ne sont pas nécessairement cultivées au sens intellectuel, mais qui sont néanmoins, on pourrait dire, cultivées au sens où elles ont cultivé un certain savoir, elles ont tiré quand même un certain savoir ici-bas. Donc, devant cette
il voit son frère mourir, puis là, il assiste à ce déploiement, si on veut, d'un certain savoir qui lui est, pour ainsi dire, étranger. Il reconnaît là une certaine supériorité. Il dit donc, autrement dit, dans la distribution, si on veut, de la vérité, il y a eu quelque chose qui était révélé à ceux-là, c'est-à-dire aux petits. Bon, là-dedans, on pourrait élargir, disons, à des gens de conditions modestes qui sont dans un rapport plus immédiat avec la tragédie de l'existence. Ils ont eu accès, dans la répartition de la vérité, si on veut, ou de la sagesse, ils ont accès à, disons, une porte pour entrer dans le mystère, pardon. Et celui qui est plus dans le monde des idées, oui, il peut y avoir un certain accès, mais c'est une autre porte. Il doit reconnaître qu'il y a quelque chose qui lui échappe. L'apaisement est moins du côté du théoricien que de la sagesse populaire. Mais d'ailleurs, Tolstoï était absolument terrifié et passionné par l'idée de la mort. Hein. Ça l'occupait beaucoup. Je ne sais pas s'il en parle dans la biographie historique, là, mais j'ai lu quelques petits textes sur Tolstoï et ça le possédait totalement. Puis même à un certain moment, parce que c'est pas pour rien, c'était pas pour diffamer Tolstoï que j'ai dit qu'il se prenait pour le Christ, mais c'est qu'à un certain moment, il est à peu près convaincu qu'il ne va pas mourir. C'est-à-dire que finalement, il représente quelque chose sur Terre, puis il va durer indéfiniment, rattrapé par la réalité. Mais effectivement, puis non, mais vraiment, je recommande le bouquin parce que ça permet d'appréhender un personnage hors du commun qui ne se laisse pas saisir aisément. Et puis, disons, c'était vraiment une personnalité, un caractère très exceptionnel. Là. C'est très singulier. On est vraiment dans le registre d'une singularité absolue là, chez Tolstoï. Là. Moi, c'est sûr que manifestement, il y avait quelque chose d'insupportable chez lui. C'est le côté prophète et tout. Mais ça faisait partie de lui. J'imagine que Dostoïevski ne devait pas non plus être évident à côtoyer. Les génies sont rarement des gens agréables à côtoyer. Puis en plus, parce qu'on finit par neutraliser ce constat en disant, ben voyons, c'est un cliché, l'artiste tourmenté. Et ça, je trouve ça très pervers parce que je comprends que ça peut dégénérer en une sorte de cliché. Mais c'est pas parce que ça dégénère en un cliché que la source originale dont a dévié le cliché est pour autant fausse. C'est-à-dire que ça désigne quelque chose de tout à fait réel. Le tourment terrible que peuvent vivre des grands artistes, des grands écrivains, c'est loin d'être un cliché, c'est consubstantiel à leur être même, à leur activité, à leur vocation. Des chercheurs d'absolu. Oui, très juste. Et pour faire un clin d'œil à notre épisode sur l'Iliade, parce que j'ai l'impression qu'à chaque épisode que l'on fait, il y a un clin d'œil à l'Iliade. Il y a Alexis Karénine qui compare Anna Karénine à Hélène. Je m'en rappelle plus. Il lui dit... il dit « Je ne suis pas ni le premier ni le dernier », se disait-il en se renfrognant de plus en plus. Et sans parler des exemples historiques dont la belle Hélène venait de rafraîchir le plus ancien en date dans toutes les mémoires. Donc, et tu disais plutôt que Tolstoï avait une passion, une fascination pour Homère. Oui, absolument. Il s'identifiait beaucoup à Homère. Pour lui, c'était le plus grand. Donc, quand j'étais plongé dans le bouquin, la biographie intellectuelle de Tolstoï, je t'envoyais quasiment en direct, en temps réel, comme on dit, la transcription des passages, parce que ça renvoyait totalement à votre épisode sur Homère. C'est comment Homère, finalement, était une grande figure de la culture qui est peut-être un grand archétype en même temps, c'est-à-dire le grand inspiré, le grand interprète, si on veut, le grand visionnaire, qui est celui qui porte qui possède la clé du récit ou de l'épopée, si on veut, qui permet ensuite la transmission entre les époques, parce qu'il y a une récurrence. Là, Homère revient. Je serais curieux justement de lire un bouquin là-dessus, sur la postérité d'Homère. Ça doit être une bibliothèque et non pas un livre. C'est ça. Comment Homère, finalement, a été convoqué périodiquement au fil de l'histoire par, j'imagine, différents écrivains qui se sont identifiés ou à la rigueur, peut-être comme contre-exemple aussi, pourquoi pas. Mais comment, finalement, Homère a façonné le destin de la culture. Très juste. Autre chose, messieurs? Il y avait beaucoup de
le rapport du père, parce que là, tu vois, à nouveau souligner le père qui parle. Le père. Tu l'as fait toi-même. C'est ça, écoute. Le rapport du père avec son enfant est souvent ambigu dans le récit. Que des fois, il y a je pense que c'est Vronsky, un sentiment de dégoût à certains moments là, de l'enfant. Puis il y a aussi le fait que la maternité amène énormément de risques à l'époque. Faut-il se rappeler, Anna passe à 2 doigts de mourir en donnant la vie à son 2e enfant. On pense même que Kitty va mourir à un moment donné. Exactement, absolument. Enfin, c'est un peu plus le délire de Levin qui est extrêmement inquiet. Il nous le fait croire. Oui, très juste. Et quand Levin voit l'enfant de Kitty, c'est un très beau passage que j'ai ici. Combien les sentiments que lui inspirait ce petit était de ce petit être, différaient de ceux qu'il avait prévus. Au lieu de la joie escomptée, il n'éprouvait qu'une pitié angoissante. Il y avait dorénavant dans sa vie un nouveau coin vulnérable. Et la crainte de voir souffrir cette pauvre créature sans défense l'empêcha de remarquer le mouvement de fierté niaise qui lui avait échappé en l'entendant éternuer. Et donc, oui, très beau. Je répète, il y avait dorénavant dans sa vie un nouveau coin vulnérable. Donc, c'est le père qui est extrêmement heureux d'avoir un nouveau-né, mais en même temps qui se dit « Eh bordel, c'est un coin de vulnérabilité aussi, parce que justement, il n'y a pas plus vulnérable qu'un enfant. » Donc, je trouve ça très beau comme passage. Puis c'est aussi ils se prennent un peu la réalité en pleine face, parce qu'ils ont l'impression que la paternité et la maternité ne sera que beau et sublime et transmission. Et quand ça arrive, d'abord, c'est dans la douleur. Et ensuite, spontanément, puis Levin le dit à plusieurs... on le dit de Levin à plusieurs endroits, il n'est pas attaché spontanément à son enfant. Et il en est très, très décontenancé. C'est-à-dire, on m'avait promis que ce serait ma progéniture, donc un reflet de moi, donc j'y serais attaché. Et je ne le suis pourtant pas. Et c'est pas la première fois qu'on l'entend. Enfin, moi, c'est pas la première fois que je l'entends autour de moi. C'est-à-dire que c'est très, très différent d'avoir l'enfant que de s'imaginer la famille avec les sentiments parfaits comme on l'imagine généralement. Alors, je vais terminer par une citation, si vous le permettez. Pour conclure en beauté, puis je pense que c'est Tolstoï qui est dans la tête de Anna Karénine. Elle dit « Je suis une méchante femme, une femme perdue, pensait-elle, mais je hais le mensonge, tandis que lui en fait sa nourriture et père de son mari. Il sait tout, il voit tout, et cependant il pérore avec le plus grand calme. Qu'a-t-il donc dans le cœur après cela? J'aurais quelque respect pour lui s'il me tuait, s'il tuait Vronsky. Mais non, ce qu'il préfère à tout, c'est le mensonge, ce sont les convenances. » Pas mal, non? Ouais, c'est pas mal du tout. Ouais. Alors, merci beaucoup, messieurs. Merci, Carl Bergeron. Ça fait plaisir, c'était absolument captivant. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à et toi. bon succès à Magnum Opus. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On vous invite d'abord à aller voir l'entrevue que Carl Bergeron m'a donnée dans le cadre de nos entrevues Portraits de lecteurs qui se trouve sur notre chaîne YouTube. Chaîne YouTube qu'on vous invite évidemment à vous abonner et à mettre un petit pouce en dessous de cette vidéo si elle vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve pour un prochain épisode de Magnum Opus.